Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. 3 fois par mois, nous revenons vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant afin que vous soyez au courant et que vous puissiez briller au cours de vos soirées mondaines ou de vos repas de famille un petit peu moins mondains. Et encore peut-être que, voilà. Peut-être que vous avez des familles mondaines. Tout à fait, famille, ça se trouve, on a de la noblesse, de la vraie noblesse avec des noms à particules et qui nous écoutent. Et si c'est le cas, vous pouvez nous faire un don sur notre plateforme Tipeee, défiscaliser tout ça. Je déconne, bien entendu. Albert de Malherbe, hein? Voilà, Corentin, tu es avec nous, bien entendu. Ça va? Très bien, et toi? Oui. J'en ai marre du froid, par contre. Oui, le truc, c'est que c'est saisonnier, quoi, hein. C'est une fois par an, pendant 3 mois, il fait un peu froid, quoi. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Ça, je me demandais pourquoi ça arrivait chaque année à la même période. Alors, la rotation de la Terre autour du Soleil, ce genre de choses-là. Mais si, on va apprendre plein de choses dans ce podcast. C'est pour ça qu'il fait chaud l'été. Exactement. Ah, d'accord, ok. Mais bientôt, il fera aussi chaud en hiver, ne t'inquiète pas. Tout est en marche pour un bon dérèglement. En 4x4, les gars, j'ai froid chez moi. Voilà, pour un bon dérèglement climatique. D'autant plus qu'on enregistre ce podcast en ce jour historique où le monstre orange revient. C'est autre chose, Arnaud, parce que les gens sont déjà assez déprimés comme ça. Non, mais je parlais de The Thing, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Fantastic Four 30 quand il perd ses pouvoirs. Exactement, bien sûr, évidemment. Tout à fait. Corentin, donc, nous sommes nous sommes de retour pour ce podcast Front Page, c'est le 2e du mois de janvier. On en profite pour faire un immense coucou à notre partenaire Pulps qui continue de nous sponsoriser cette année, avec qui on est ravis de pouvoir travailler une année de plus. Alors à l'heure où on enregistre ce podcast, si on le met en ligne, je crois qu'il reste encore 48 heures avant que la précommande pour le Focus Pulps de ce mois de janvier ne cesse. Donc si vous voulez découvrir en VO à petit prix les titres The Thing, Absolute Green Lantern ou le titre d'horreur You'll Do Bad Things, n'hésitez pas à regarder vite le lien dans la description avant qu'il ne soit trop tard. Et puis on se retrouvera dès le prochain Front Page pour vous présenter, je pense, la sélection du prochain Focus Pulps. Également, on remercie l'ensemble des personnes qui nous soutiennent sur notre Tipeee. Merci beaucoup à toutes et tous de nous permettre de voir le podcast sur le long terme. Et on fait un petit big up. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont soutenu récemment depuis la dernière fois? Oui, il y a Olivier. Olivier, merci à toi d'avoir rejoint la First Print Army. Et n'hésitez Très beau prénom. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas parce que tu le partages. Exact, à moitié. Parce que sachez que Corentin, son vrai prénom, c'est Olivier Corentin. Eh oui. Comme quoi, il y a encore des gens qui sont bourrés à la naissance de leur enfant. Mais non, moi aussi, je suis un d'extraction bourgeoise, tu vois, voilà. Vraiment, c'est Olivier Corentin, du château de la Malorie. Ah, le château de Mouchon. J'ai des terres. Le duc de Mouchon. J'ai des terres, voilà, évidemment. On s'en doutait pas. La famille a conquis environ 3 pays, voilà, enfin normal quoi, comme tout le monde. Oui, c'est vrai, au final. Faut savoir, anecdote, on s'en fout complètement, mais on a regardé l'autre jour le nom des bleds à côté de chez Arnaud, donc dans la région de l'Alsace. C'est que des noms allemands, quand même, faut le savoir. Mais c'est des noms alsaciens. Voilà. C'est ce que j'allais dire, et le premier réflexe d'Arnaud était de dire non, c'est pas des noms allemands, c'est des noms alsaciens, donc Arnaud est allemand, et enfin, c'est canonisé. L'Alsace a été allemande, il fut un temps également. C'est bien d'ouvrir des livres d'histoire aussi un petit peu de temps en temps, Corentin. Oh. Mais avant de... Regardez qui parle. Alors, on va commencer d'histoire, pas de géographie, hein, c'est pas pareil. Donc, on va commencer avec la partie comics. C'est bien entendu le mois de janvier. Qui dit mois de janvier dit mois du FIBD. Et il y a de plus en plus, enfin vraiment l'édition... Après, peut-être que je le dis chaque année parce que je suis quelqu'un qui a l'enthousiasme facile, notamment sur tout ce qui est salon et tout ça, parce que voilà, dès qu'il y a plus de 2 auteurs de comics ou de BD que je connais, moi je trouve ça cool. Non, là cette année il y a comme une très belle affiche côté comics. Oui, non, carrément, puisque donc il y a Kinaï qui a annoncé ses invités tout récemment. Alors, en l'occurrence, Kinaï, il y aura pas mal d'auteurs maison puisqu'ils font de plus en plus de créations originales, avec notamment Hugo Decrène qui a dessiné Les Oubliés qu'on avait reçu dans le podcast, Constance Boucart pour Noir comme l'eau la nuit. Donc c'était les 2 créations de l'année dernière écrites par Elsa Bordier.
qu'on avait aussi reçu dans le podcast. Il y aura Valentin Sèche qu'on a aussi déjà reçu pour parler de Maudit ou de Samurai Gun Trigger Soul et qui viendra défendre sa toute dernière nouveauté Dark World avec en plus un corner dédié aux jeux vidéo en fait qui est dérivé parce que c'est un projet multimédia avec à la fois la BD et un jeu vidéo. Alors très indé, très pixel art et tout ça mais qui a l'air plutôt sympa. Bah comme Samurai Gun du coup non? Oui complètement ouais c'est ça mais c'est l'objectif de toute façon je crois un peu de Kina, il faudra qu'on en rediscute avec Romain mais d'avoir de plus en plus de liens entre les univers développés en BD et un petit peu du jeu vidéo indé, sachant qu'en plus, vu que les artistes viennent pas mal de cette scène-là ou de l'animation, forcément, il y a des liens naturels qui se font. Mais alors, du côté des invités, venus de l'international, Kinaï fait très fort puisqu'il y aura Andy Stevenson et Molinox Ostertag qui viendront. Donc, le co-créateur, de la série Lumberjane, qui a aussi fait la bande dessinée Nimona. Et donc, c'est juste pour que les gens comprennent, c'est vraiment quelqu'un de très, très important pour la scène jeunesse aux États-Unis. C'est probablement le plus gros vendeur, l'un des plus gros vendeurs. Complètement, ouais. C'est l'un des auteurs de la révolution de la BD jeunesse de ces 15 dernières années. On est un peu sur le même niveau, je pense, que Raina Telgemeier, en fait, en termes d'importance sur cette scène-là. D'ailleurs, ils sont ensemble, non? Oui, tout à fait. Donc, ils sont ensemble, Molinox Ostertag et la compagne de Andy Stevenson. Et donc, Molly, par contre, qui a fait beaucoup de bouquins publiés chez Kinaï avec la trilogie du Garçon Sorcière, La Fille de la Mer et The Deep Dark, qui était sorti l'an dernier, que j'avais beaucoup aimé à titre personnel. Énorme pavé de 300-400 pages en cartonné, là, vraiment très, très joli album. Donc, les deux seront ensemble sur le stand de Kinaï et il y aura aussi un autre auteur, alors que pour le coup je ne connais pas encore, qui s'appelle Zhang Shang, qui vient aussi de l'animation et qui signe un album qui s'appelle Dernière Chance pour trouver Duke, rien à voir avec G.I. Joe pour le coup, mais qui ou Duke Nukem. Ou Duke Nukem, tout à fait. Donc qui sera en avant-première sur le stand de Kinaï. Et donc voilà, ça fera des auteurs et autrices à aller rencontrer sur place au FIBD et je doute qu'il n'y ait pas de tournée de dédicace quand même avec Andy et Molly quand même parce que ça fait et même Zhang d'ailleurs parce que c'est toujours un investissement de les faire venir en France. Donc à suivre de ce côté-là. Le Deep Dark, il est pas en sélection? Le Deep Dark, est-ce qu'il est en sélection jeunesse? Je sais pas. Il était en sélection dans nos First Print Awards. Ah, mais c'est peut-être ça, je confonds les First Print Awards et le FIBD, car c'était de l'importance. C'est la même chose. Au final, c'est la même chose. Soyons francs. Complètement. Voilà. Non, je peux vérifier vite fait. C'est parce que il y a pas non plus, enfin si, il y a eu beaucoup d'articles du coup sur le FIBD depuis. En sélection officielle, est-ce qu'on avait The Deep Dark? Eh bien oui, tout à fait, bien. Quelle belle mémoire. Ça un peu. Mais en même temps, en face, il y a Chaton Mignon de Mason Dickerson et vraiment s'il y a Chaton Mignon, ça va être compliqué. Voilà, désolé, ça va être très très compliqué parce que pour le coup Chaton Mignon il est vraiment très très mignon. Voilà. Je juge là-dessus les comics jeunesse. Est-ce que c'est assez mignon, pas assez mignon? Alors en l'occurrence The Deep Dark c'est très bien dessiné mais l'histoire est quand même pas très mignon. Elle est assez compliquée. C'est plutôt sombre. C'est plutôt sombre. Un comics jeunesse. Ouais. Après, parce que c'est jeunesse toujours, tu sais, cette catégorie, même un peu pour nous, jeunesse, de dire, en fait, ta jeunesse 12-16 ans et ta jeunesse 8-10 ans, c'est pas la même chose, quoi. Donc, le Chaton Mignon n'est pas la même jeunesse que le Deep Dark, concrètement. Mais en tout cas, ils et elles seront là, et donc ça fait plutôt plaisir, d'autant plus qu'il y aura aussi, une invasion espagnole, puisqu'en fait, si vous ne le savez pas, en fait, l'Espagne est mise en avant dans le cadre de ce FIBD, donc il y a une délégation espagnole, et ils ont ramené tous les artistes possibles, ils ont fait voilà, qu'est-ce que on va envahir Angoulême, allez, on la prend d'assaut comme ça, et donc ils seront... Très bon accent espagnol. T'as vu, hein, il est fait espagnol au lycée. Oui, au lycée. Au lycée, c'était ma troisième langue vivante, et ma quille écoute tercera. Et il écoutait Escapé, il faisait du punk en fumant des cigarettes et voilà, c'était grand moment. Waouh, la jeunesse strasbourgeoise qui s'encanaille en fumant des cigarettes. Pardon, excuse-moi. Et en se faisant racketter dans les rues de Barcelone en voyage scolaire. Et quand même, mais genre vénère en plus. Couteau sous la gorge et tout ça. Le bon petit voyage. Méfiez-vous des Castillans. Je sais qu'il y a une réalité parallèle où je me suis fait chlasse dans une vieille ruelle de Barcelone. Du coup, j'ai monté First Print tout seul et
C'est pas mal. Et c'est vachement moins bien quand même. Donc, Allez. ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura beaucoup d'auteurs et d'autrices espagnols qui œuvrent aussi pour la bande dessinée américaine, puisque ont été annoncés quand même David Ara. Ça, c'est quand même ouf. C'est incroyable. Oufissime. Donc, L'un des le plus grands Hawkeye des de plus Matt grands. Fraction, Semence avec Anno Santi, énorme illustrateur qui a Iron Fist avec Ed Brubaker et Matt Fraction aussi. également, mais qui a, on peut le dire aujourd'hui, en fait, révolutionné le mainstream Tout à fait. avec son volume Bah, de Hawkeye. les mouvements au sein de la case pour signaler une scène d'action, c'est lui. La case dans la case, c'est lui. Les découpages approximatifs, on laisse beaucoup d'espace neutre entre les espaces pour décrire une sorte de composition schématique, c'est lui. Enfin voilà, David Arras, c'est effectivement avec Hawkeye, mais pas que. Enfin, on oublie aussi Iron Fist, mais il y avait déjà tout ça. Hein. Il y avait déjà le zoom sur le coup de poing, il y avait déjà Oui, c'est vrai. Ouais. le Iron Fist qui se déplace au sein d'un même espace avec une seule case fixe. C'est un très 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 grand. Voilà, donc il sera là. D'ailleurs, il fera une dédicace. Il passera sur le stand de Futuropolis, puisque justement, Seeds, Semence de Anno Santi et David Ara avaient été édités chez eux. Et alors, dans le tas, il y a toute une délégation donc avec Rory Fornes qui sera là, donc Danger Street, Hot Lunch Special ou Batman, Bruno Redondo de Nightwing, Martinez, Non, mais j'ai lâché un je vais peut-être le couper au montage. Ouais, je le couperai. Ouais. Hein, quand même. Parce que celui-là, il est dégueulasse. T'as pas eu ton mouvement de tête habituel? Ouais, non, mais parce qu'il m'a échappé, quoi. En plus, ça me fait chier avec cette putain de perceuse de J'en ai ras le cul, là, vraiment. On avoir un énorme bourdon qui me vole dans l'oreille. Attends, je reprends. Alvaro Martinez Bueno, donc de Nice House on the Lake et sa suite, Maria Lobet, Facelace, Crave, Violent Flowers, J.K. Nimura de I Kill Giants, Immortal Sergeant, Salvador, d'ailleurs, qui fera une dédicace avec iComics. Ils ont pas de stand, mais ils feront des dédicaces une après-midi avec Ken Nimura et une autre avec Evan Kagel qui va faire le déplacement. Donc cool. ça, c'est vraiment très très cool aussi. Salvador Larroca, on aime moins ce qu'il fait récemment, mais ça a quand même été un immense artiste pour Marvel, notamment dans les années 90 et 2000. Jesus Merino qui a fait du Wonder Woman et du Swamp Thing, Belen Ortega qui a fait du Wonder Woman et du Trinity en ce moment et du Catwoman avec Tom King et du Catwoman, Haneke qui a fait aussi du Catwoman et du Red Sonja, et Sole Otero alors qu'on connaît moins pour la scène américaine, mais dont on avait parlé notamment pour Hoops qui était sorti chez Sidecona Press. Donc voilà, c'est il y a quand même beaucoup de personnes qui seront sur des animations, notamment au pavillon espagnol dans la ville d'Angoulême. Et j'imagine que certains des éditeurs présents, comme Urban ou Panini, vont organiser des dédicaces avec l'un ou l'autre des artistes quand ils ont signé leurs albums. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de monde qu'il y aura à ce festival d'Angoulême. Donc ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et du coup, du côté d'Angoulême également, on a 3 autrices sélectionnées pour le Grand Prix d'Angoulême. Vous le savez, donc ce prix qui récompense un ou une artiste pour l'ensemble de son œuvre et qui permet d'avoir ensuite une exposition dédiée l'année suivante. Donc l'année dernière, c'était Posy Simmons, très très grand nom de la bande dessinée britannique, qui avait été récompensé et qui a donc son exposition cette année. Et là, parmi les 3 autrices présentes, il y a une certaine Alison Bechdel, Corentin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a Alison Bechdel. Bah oui, c'est bien. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important? C'est important. Pourquoi c'est important? Alison Bechdel, c'est une artiste de comic strip au départ qui est connue pour la série Dykes to Watch Out For, qui a été éditée en français, peut-être sous ce titre-là d'ailleurs, parce que c'est compliqué à traduire. Non, c'était Gwyn quelque chose. Voilà, mais j'essaie de ne pas trouver la traduction au jugé. C'était Egwin, là. C'est Egwin. Non, mais... Ah non, pardon. C'était... Si, c'était Gwyn à suivre. Voilà, ce que j'allais dire. Arnaud n'est pas homophobe, c'est Dyke, ça veut dire Gwyn. Enfin, c'est l'équivalent du mot injurieux pour dire lesbienne en anglais. Donc, c'était l'histoire un peu de la scène lesbienne de son temps, qui était basée sur la vraie vie de Bechdel. Oui, vas-y. En fait, il y a eu 2 traductions. Il y a eu lesbienne à suivre et Gwyn à suivre en fonction de l'éditeur. En l'occurrence, Gwyn à suivre est plus proche du titre original. Oui, mais c'est ça, l'édition la plus récente, c'est sous ce titre-là. Voilà, donc on suivait les aventures un peu humoristiques et sexuelles de cette jeunesse un peu lesbienne des États-Unis. Après ça, évidemment, il y a eu le roman graphique Fun Home, où elle revenait un petit peu sur son rapport à son père et son père qui était un gay dans le placard, on va dire, et qui s'est suicidé. Puis il y a eu le roman graphique Mother quelque chose, Bad Mother. Ouais, c'est toi ma maman. Ouais, voilà. Et enfin, depuis Le secret de la force surhumaine, qui est sorti il y a 2 ans chez De Noël en France, et qui revient un peu sur son rapport au sport et son rapport un peu à l'intériorité de son foyer, etc. Donc
très très grand nom et du comic strip et du roman graphique alternatif. Faut savoir que Fun Home aux États-Unis, c'est une institution, hein, c'est un truc qui a gagné beaucoup de prix, qui a été adapté en musical, qui voilà, est continue. Bon, une adaptation au cinéma est toujours en préparation par Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal qui devait produire ce truc-là, mais ça a pas été vraiment mis en développement depuis que ça a été annoncé. Bon, en tout cas, on n'a pas eu de nouvelles. Ouais. On va voir. En tout cas, voilà, c'est une très très grande autrice. On va pas dire que c'est la Bagieux des États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un nom qui est très 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 respecté, qui est lu par des gens qui ne lisent pas de comics au sens traditionnel, et c'est un peu l'une des instigatrices justement de cette école de roman graphique très personnel, très déstructuré, très très noir aussi, très biographique. Donc c'est pas du tout étonnant de la retrouver dans cette sélection. Voilà, aux côtés de Catherine Meurice, dont c'est là, je crois, 5e nomination au Grand Prix, et Anouk Ricard, qui a fait Anna et Froga ou Animan. Donc, bien entendu, 3 femmes en compétition pour le Grand Prix, ce qui veut dire qu'il y aura forcément une autrice de récompensée, et il y a des gens que ça fait criser. Pourquoi ? Parce que c'est woke, c'est politique. C'est woke les femmes qui font de la BD? Ouais, non, vraiment. Moi, j'ai vu vraiment des trucs assez goldés, quoi, sur le fait que ce serait, voilà, que en plus c'est des gens que personne ne connaît. Donc voilà, oui, parce que personne ne connaît Alison Bechdel. C'est bien, c'est les gars, vous avez une culture BD exceptionnellement. Non, et personne ne connaît Catherine Meurice aussi, tu sais. Ils ont pas filé le prix au mec du Naruto. C'est nul, c'est de la merde, bande de wokistes. Non, mais alors, C'était Masashi Kishimoto, évidemment. Ce qui est d'autant plus rigolo qu'en fait, les modalités du Grand Prix, depuis plusieurs années maintenant, c'est que c'est tous les auteurs professionnels et autrices professionnelles de la bande dessinée qui choisissent quelqu'un. Bah oui. Donc après que effectivement y ait une envie générale de la communauté des professionnels de donner le prix à Meurice ou à Bechdel, parce que à mon sens, soit Bechdel ou Meurice là cette année. Moi, je pense que c'est plus Meurice, notamment peut-être par rapport à l'actualité des 10 ans de Charlie Hebdo, puisque Catherine Meurice a évité de peu parce qu'elle s'est pas rendue à la réunion de janvier 2015. Donc il y a cet aspect-là au-delà de tout le dessin de bande dessinée qu'elle a fait, mais en gros elle revient depuis 5 ans, donc en fait on a déjà eu le truc avec Daniel Close, avec Chris Ware qui était nommé régulièrement sans jamais récupérer le prix. Donc à un moment ça va passer. Donc à mon sens, j'aurais envie de dire que Catherine Meurice là cette année, Bechdel sera nommé de nouveau encore une ou deux fois avant de l'avoir également, et ensuite ce sera au tour d'autres personnes. Je pense que en fait à un moment les auteurs et autrices ont envie que quelqu'un l'ait, donc quand tu vois que ça revient de plus en plus, à un moment ça va être donné, parce que même les auteurs et autrices se disent bon, le running gag a assez duré, donnons-le lui, parce que de toute façon clairement il y a visiblement beaucoup de gens qui veulent leur dire merci, en tout cas leur faire don de cette reconnaissance du milieu, et voilà, il s'avère que cette année effectivement c'est 3 autrices, qui ça avait déjà été le cas une fois il y a 2-3 ans, mais en fait sur les autres 50 éditions du truc ça n'a jamais été le cas, donc ça me fait toujours marrer quand ils font oh regardez c'est politique, c'est pas par rapport au talent. Tu fais mais oui, mais quand il y a 3 mecs qui sont nommés, c'était du coup aussi politique alors techniquement, ou c'est... Non, c'est normal. Non, oui, pardon, là c'est normal, mais quand c'est des... Tu vois, c'est comme quand tu vas à une boîte, t'as la boîte normale et t'as la boîte gay. Tu vois, il y a la boîte gay n'est pas la boîte normale. D'accord, ouais. C'est comme ça qu'il faut comprendre le raisonnement intellectuel de ces gens-là. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir encore ce genre de réflexion, dommage, même si je suis d'accord, c'est naturel, entre guillemets. Je suis d'accord que Miller, Mignola, plein d'autres gens aussi n'ont pas eu de nomination ou de prix, mais certes. Mais il y a un festival chaque année, et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de grands noms de la bande dessinée. Moi, ça me fatigue, par exemple, cette obstination à vouloir systématiquement voter pour les mêmes personnes. Ce que j'avais dit à l'époque de Chris Ware, c'est qu'au bout de 7 sélections, t'as envie de dire, les gars, bon, est-ce que Chris Ware a besoin vraiment du Grand Prix? Je sais que c'est prestigieux. Je suis d'accord avec toi là-dessus aussi, mais à un moment donné, voilà, si ça marche pas, on passe à autre chose. Et là, c'est pareil pour Alison Bechdel, ça fait un petit bail que c'est, je sais pas si elle a déjà été nommée, par contre. Ah bon? Après, voilà, ce que je voulais dire, moi, c'est que gagner des prix, c'est bien. Être sélectionné, c'est mieux, à mon sens. Parce qu'encore une fois, il y a tellement de grands noms que quand même, tu peux opposer l'œuvre de Catherine Meurice à celle d'Alison Bechdel. Enfin, c'est très, très différent. Pour moi, les deux le mériteraient. Le problème, c'est que, encore une fois, il y a qu'une statuette à se partager. Et de fait, ça me paraît quand même un peu compliqué quand on est fan de bande dessinée, quand on connaît l'histoire de ce secteur, de pas vouloir... Alors moi, je connais moins bien Catherine Meurice, évidemment, mais de considérer que ces gens-là sont pas méritants
je dis bien ces gens-là au sens hommes et femmes, ceux qui sont chaque année en sélection depuis toutes ces années, dans la liste des gens qui ont reçu le Grand Prix, il y a quand même très peu de gens dont on peut se dire qui l'auraient pas mérité. Là, c'est pour faire un geste politique, etc. Enfin, ils n'ont pas été chercher une jeune nana qui débute ou qui n'aurait que 3 projets à la ceinture pour dire regardez, on a nommé une femme, on est sympa, tu vois. C'est pas du tout le cas. Je veux dire, Bechdel, c'est une meuf qui a eu une vraie influence sur l'école des romans graphiques américains. Et puis Meurice, effectivement, que c'est symbolique, probablement en tout cas. Non, mais elle avait déjà une grande carrière dans la presse et tous ses albums depuis 10 ans ont été à chaque fois. Oui, alors après, on peut être quand Cess a été nommé, tu vois, t'as envie de dire, bah oui, mais bon, comment tu compares Cess et Alan Moore? Tu peux pas, mécaniquement, c'est une question de. Oui, non, mais on peut, après, on peut être pas critique, mais de dire que c'est aussi, et ça après, c'est le FIBD, quoi, d'avoir une certaine approche de la bande dessinée qui fait que, effectivement, les bandes dessinées de Meurice ont toujours été très bien accueillies après par la presse généraliste, par les Téléramas, les Nouvelles Obs, les trucs un peu elevated bande dessinée, on va dire, tu vois, et que effectivement c'est ce type de bande dessinée là qui va plaire à chaque fois et qui va se retrouver en sélection Grand Prix, alors que quelque chose de plus populaire, et je pense que c'est pour ça que je dis Miller ou Mignola, tu vois, n'a que très peu de chance au final d'arriver, même si tu me diras, enfin, mais Corben l'a eu, bien entendu, Takahashi l'a eu. Rumiko Takahashi, on peut quand même pas dire que c'est particulièrement exigeant. Ou est-ce que Toriyama l'a eu, par contre, tu vois? Toriyama, je crois qu'il l'avait eu. Enfin, en tout cas, il y avait, mais c'était l'année où il y avait Alan Moore, d'ailleurs, qui avait eu Toriyama, il y avait tout le débat. Et c'est l'année où Seth l'a eu aussi, je crois, d'ailleurs. Ouais, mais pareil, Seth, c'est le roman graphique, c'est la vraie bande dessinée, c'est celle qui, justement, c'est comme Bechdel, tu vois, oui, c'est. Peut-être, mais moi, ça ne me choque pas, en fait. Non, mais ça ne me choque pas, mais on peut c'est un peu normal que les professionnels eux-mêmes soient exigeants vis-à-vis de leur métier, de leur industrie. C'est comme, tu vois, quand là, aux Oscars ou au César, on fait un prix du public ou un prix de la popularité ou un prix de la performance économique. Tu dis, mais les gens qui gagnent de l'argent, qui ont des succès populaires, pas besoin en plus d'une médaille en chocolat pour leur dire, bien mon gars, t'as compris les goûts du public, t'as fait une œuvre populaire qui a bien marché. Ouais, mais en bande dessinée, c'est peut-être un peu différent parce que on te parle pas de récompenser les blondes ou les pompiers et les voilà, ce genre. Mais il y a un juste milieu. Les bandes dessinées de. Je pense que les gens qui disent ça aimeraient bien justement qu'on refile des prix aux mecs de Chainsaw Man ou des conneries comme ça. Enfin, respect aux lecteurs et aux fans de Chainsaw Man ou même au mec qui fait, je sais pas comment il s'appelle, le manga Chainsaw Man, c'est pas ce que je veux dire, c'est Sasuke Fujimoto. Merci. Voilà, par exemple, ce truc-là, oui, peut-être demain, mais aussi on récompense une carrière qui est longue, qui se base sur un historique, sur des recherches qui ont été menées. Entre guillemets, les prix comme ça ont aussi vocation à dire, regardez, il n'y a pas justement que les trucs qui marchent qu'il faut lire, il faut aller chercher ailleurs, il faut récompenser les gens qui ont fait avancer le média dans des directions inédites, inattendues. Voilà, on n'a pas... Mais ça, c'est comme, tu vois, les gens, je suis désolé, je fais un peu une parenthèse, mais les gens qui te disent, ouais, les films du Festival de Cannes, personne ne va les voir, c'est de la merde, c'est chiant, c'est pour les prétentieux ou les bourgeois, faussement intello, et nanana. Et t'as envie de dire, mais toi, en fait, tu regardes que les films d'Hollywood avec des voitures qui roulent très vite et des rostas que tu connais, que tu peux identifier, ou alors des blockbusters qui te paraissent des films d'auteur comme les Nolan et les Villeneuve. Mais le cinéma ne se résume pas à ça. Et encore heureux, putain de bordel de merde. Au départ, la BD, c'est un art. C'est pas juste un divertissement. Si vous regardez les BD qui se faisaient dans les années 40, les comic strips surréalistes et compagnie, il y avait déjà, mais tu vois, quand on avait fait quand on le fait séparément, l'expo Pompidou sur la BD, les trucs qui étaient exposés, il y avait des trucs populaires, il y avait Tintin notamment, mais il n'y avait pas que ça, et tu voyais déjà à l'époque des gens qui essayaient de trouver de nouvelles façons de raconter des histoires, même dans des formats jeunesse, même dans des formats pour enfants, des gens qui graphiquement essayaient des choses différentes. Enfin, faut qu'on arrête de considérer que chaque cérémonie de remise de prix, c'est juste un vote pour ce que toi tu aimes lire. C'est aussi un appel à la curiosité et justement un appel à se documenter sur c'est quoi l'histoire de la bande dessinée. Enfin, je veux dire, moi, j'ai beaucoup lu Bechdel pour le coup. Je n'aime pas tout ce qu'elle a fait. Mais par contre, on peut pas nier que oui, c'est super important historiquement. Oui, elle a fait des vrais putains de chefs-d'œuvre. Et qu'à un moment donné, si t'es juste là à dire, ouais, c'est une femme, en plus, elle est lesbienne, donc c'est pour ça qu'il lui file des prix. Enfin, frérot, ferme ta putain de gueule à un moment donné. Bon, bref. On va pas, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. On l'a trigger, on a réussi. C'était facile à regarder. Non, mais j'en reviens, enfin, je reviens pas, j'allais dire si, j'en reviens, je veux dire, Donald Trump a été réélu, donc on sait bien qu'on est dans un monde de merde. Mais au sein du spectre des fans de BD, j'espère que, à part les gens qui lisent que les mangas shonen, neketsu, et qui croient que le monde se résume à ça, ou les gens qui lisent que des comics de super-héros qui croient qu'il n'y a rien en dehors de ça, ou les gens qui lisent que du franco-belge, du Tintin avec Mortimer et Gaston, et croient que ça ne se résume qu'à ça. J'ose croire que quand on reste fan de BD pendant plusieurs années, on a au moins la curiosité d'aller voir un peu ailleurs, et qu'on comprend que oui, cette histoire-là, elle est ultra importante. Et pour les auteurs qui votent, visiblement, c'est le cas.
Donc essayez aussi de vous connecter un peu à l'esprit des gens qui votent pour votre discipline préférée et ne pas rester dans votre case. Ça me fait toujours marrer parce que tu parles toujours à des gens qui ne nous écoutent pas quand tu parles comme ça Mais je pense que tu surestimes un peu, à mon avis. On a des gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément fans de Bechdel, de Meurice, qui ne pas mais moi, je suis pas spécialement fan de Bechdel ou de Meurice, mais j'irais pas dire, elle mérite pas. Parce que justement, je sais reconnaître aussi que en fait, le Grand Prix, parfois aussi, ça récompense des gens dont les travaux n'ont pas été faits pour moi, pour d'autres aussi. Et aussi un truc, et ça j'y tiens vraiment, c'est que quand on avait proposé à Alan Moore, on avait posé la question à Alan Moore, est-ce que tu voudrais le Grand Prix? Alors pas nous. Non, pas nous, non, la France. les gens qui font ce genre de questions, de débats, etc. Avait posé la question à Alan Moore, il avait répondu, j'en ai rien à branler, d'une part. Et en plus, c'était compliqué parce que donnez-le-moi, je n'irai pas le chercher. Oui, puis de toute façon, en plus, c'était très compliqué parce qu'Alan Moore, il dessine pas, donc il y avait aussi quelque chose d'un peu. Donc il faut aussi se rappeler que peut-être que vous voulez votre auteur préféré est le Grand Prix, il y en a pour qui c'est pas forcément spécialement important. Il y a des gens qui ont des tonnes d'Eisner Award, par exemple, qui est un prix qui est plus respecté pour les Américains que le Grand Prix de la BD. C'est cool, hein, ils adorent la BD franco-belge et c'est l'origine, la source. Quand même, le FIBD, oui, ça a plus de... mais d'accord. Mais tu vois, c'est comme aux États-Unis entre un Oscar du meilleur film et la Palme d'Or. Il faut comprendre que, en fait, tes codes culturels à toi, mes codes culturels à moi, c'est pas exactement les mêmes qu'aux États-Unis ou en France. Il y a aussi des gens qui s'en foutent de recevoir des prix. Les auteurs de BD, c'est des gens qui sont des gens particuliers, on va dire. C'est pas forcément la peine de forcer toute notre vie pour que on espère que Grant Morrison, moi j'en ai rien à foutre que Grant Morrison gagne un prix, par exemple. Ça ne m'intéresse pas. Je serais content si ça arrive parce que du coup, oui, peut-être que des gens vont découvrir Grant Morrison dans le spectre des corps de franco-belge. Maintenant, pour que Grant gagne un prix, il faudrait qu'il se remette à faire de la BD, quoi. Bah là, c'est pour l'ensemble de leurs œuvres, donc peut-être qu'un jour, les gens qui ont grandi avec ces BD à lui vont finir par arriver au poste. Certes, mais Anouk, Catherine et Alison ont fait des BD dans les 2-3 dernières années. Elles ont quand même été productives. Ce que je veux dire, c'est que on peut passer au-delà du côté. En fait, c'est une cérémonie, on remet un prix et c'est tout. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous énerver tout le temps, de poser des questions de qui est légitime ou pas. C'est pas nous qui votons, de toute façon. Donc vous prenez la sélection, vous prenez la BD, vous dites j'aime pas, et c'est tout. Enfin, c'est notre devoir en tant que lecteur, c'est juste d'être curieux et de continuer à pratiquer cet art qu'on aime bien, quoi. Et puis vos gueules, voilà, en fait. Encore une fois, des paroles qui ne tomberont pas dans les oreilles des personnes concernées. Du côté de la VO, par contre, il y a beaucoup de choses en fait. Là, c'est quasiment que de la VO. Diamond Comics, le choc Diamond Comics qui annonce être en redressement judiciaire. Alors, faut savoir que le droit américain et le droit français, c'est pas exactement la même chose parce que eux, en fait, ils ont plusieurs segment chapitre en fait pour la faillite en fait, et en gros là c'est le chapitre 11 mais qui correspond grosso modo au redressement judiciaire chez nous, c'est-à-dire que la boîte en fait est en cessation de paiement auprès de ses créanciers, le temps en fait de pouvoir retrouver des repreneurs qui rachèteraient les différentes activités de l'ensemble de Diamond, parce que Diamond c'est à la fois Diamond Comics donc pour la livraison de comics, mais c'est aussi beaucoup de jeux, de toys, d'autres trucs comme ça. Donc voilà, c'est une situation qui est par contre assez dangereuse parce que notamment pour des petites maisons d'édition notamment aux États-Unis qui elles attendaient les paiements de Diamond et qui ces paiements vont être gelés pendant un certain temps, et donc autant des Marvel, des DC, des Image même en fait qui d'une part ont les fonds nécessaires pour pouvoir absorber le manque à gagner temporaire, mais aussi en fait eux sont passés chez d'autres Diamond, chez d'autres distributeurs en partie pour plus tard. Après tu sais pour eux non après, il y en a qui sont passés chez Lunar, chez UCS et tout ça, enfin chez Penguin Random House surtout, mais t'avais quand même des retailers qui continuaient quand même d'utiliser Diamond comme intermédiaire, donc il y a quand même des sommes qui transitent. Mais grosso modo, pour cela, c'est pas trop dangereux. Par contre, il y a des maisons d'édition, alors plus indées et plus petites, qui ne fonctionnaient qu'avec Diamond, qui elles pourraient être mises en danger là-dessus. Donc on sait notamment que pour Diamond UK, qui s'occupe de la distribution en Europe, c'est Universal a priori qui voudrait racheter l'activité. Pour le reste, en fait, c'est quelque chose qui est en train d'avoir pas mal de développement rapide, donc on essaiera de faire le suivi, même si c'est un peu compliqué forcément de pouvoir jauger vraiment quelle importance ça peut avoir chez nous. Après, faut savoir que en fonction de si Diamond UK est repris ou change ou je sais pas quoi, ça peut avoir des impacts pour la distribution de comics VO en France. Je sais qu'il faut que j'aille en discuter avec Arnaud Depubs, qui est notamment celui qui est un des principaux interlocuteurs de Diamond en France, parce qu'en fait, lui, il reçoit
et en fait ils dispatchent après avec beaucoup d'autres comic shops qui sont en France pour histoire de faciliter le truc quoi. Donc à voir comment, mais ils ont déjà envoyé un mail à leurs clients en disant que de toute façon ils étaient aussi avec Lunar, ils étaient avec d'autres distributeurs qui font aussi de la livraison à l'international, mais ça explique aussi un peu après coup pourquoi alors pour ceux qui lisent de la VO, ils étaient peut-être au courant qu'il y avait pas mal de problèmes d'arrivée de comics pendant les dernières semaines de 2024. Parce que la situation elle est compliquée pour eux, parce que depuis la période post-Covid, depuis avril 2020, justement quand DC avait décidé d'arrêter de bosser avec Diamond temporairement en passant chez Lunar et chez UCS, en fait ça a créé la grande saignée de Diamond Comics qui petit à petit a vu perdre en fait tous ces contrats d'exclusivité en termes de distribution, justement et parce que DC a entre guillemets sanctionné le choix de Diamond de pas faire travailler ses employés pendant la pandémie. Tout à fait. Ouais. Bon, après, ça a été ça c'était l'événement instigateur. Après, il y a quand même 4 ans qui sont passés depuis. Oui, mais quand tu perds tes 2 plus gros clients. Mais Marvel est resté pendant 3 ans chez eux encore avant de passer chez Penguin. Donc il y a aussi des défauts à imputer à Diamond en termes et moi je regarde pas mal de discussions des retailers où certains disaient vraiment mais en fait ils avaient des années pour se remettre en question, pour se mettre à jour sur certaines modalités de fonctionnement et pour revoir certaines choses qui visiblement ne plaisaient pas aux retailers, et donc certains qui disent en fait c'est pas forcément bien fait mais c'était couru d'avance que ça allait leur retomber sur la gueule. Et en l'occurrence c'est vrai que depuis 3 ans on voyait à chaque fois Dark Horse, Image, puis Marvel qui ont dit finalement on va aller chez quelqu'un d'autre. Et ça veut pas dire forcément que les retailers sont forcément satisfaits de tout avec Penguin Random House ou Lunar, mais en l'occurrence ils sont moins insatisfaits que ce qu'ils avaient avec Diamond. Donc c'est quand même un gros événement à l'échelle de l'industrie américaine, à voir les retombées dans les prochains mois, mais c'est pas forcément la meilleure façon de commencer l'année, on va dire 2025. Oui, t'as raison. Après, c'est effectivement un événement industriel, donc il faut voir quelles vont être les conséquences en cascade. Je suis pas spécialement inquiet. Enfin, vu l'activité de Diamond parce que le marché du livre aux États-Unis, c'est aussi un marché de rachat, d'acquisition, de solidification, etc. Je pense, vu l'agressivité de groupes comme Penguin, par exemple, ce serait pas étonnant même si c'est plus des romans graphiques, on est d'accord, le single issue, c'est un écosystème très particulier. Non, mais Penguin, c'est aussi mis au single issue. Tu vois, je serais pas étonné s'il y avait des plus grands groupes qui se diraient, puisque la place est là pour la prendre, allons-y. Après, eux, ils l'ont déjà, donc en fait, ils auraient pas forcément d'intérêt à vouloir racheter le truc, parce que, ou alors en l'absorbant, après, les clients, ils les volaient déjà quelque part à Diamond. Mais voilà, tu vois, c'est quand il y a un redressement judiciaire en France, c'est différent des États-Unis, parce que, le principe est le même, mais l'idée d'un redressement en France, c'est plutôt de remettre la boîte sur les rails et d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Mais là, le chapter 11, c'est ça aussi, hein. Oui, mais quand tu déclares une bankruptcy aux États-Unis, en général, il y a pas le même accompagnement. C'est plus, soit tu dégommes 50% de tes salariés et après on dit, OK, c'est bon, tout va bien, on peut te laisser un temps d'adaptation pour tes dettes. En France, le redressement, en fait, on gèle tes dettes sur 10 ans. Et tu payes un pourcentage de tes dettes échelonné avec un gros groupe qu'on a fait en mettant tout ton argent en même temps, enfin tout ce que tu devais en même temps. Et il y a un tribunal de commerce qui est là pour dire, écoute, là, ce département, tu vas le fermer, etc., etc. Aux États-Unis, c'est un pays libéral, hein, c'est comme ça. C'est un peu plus la logique de marche ou crève. Moi, je serais pas étonné si je voyais justement les concurrents de Diamond contacter directement les éditeurs pour leur dire, tu vois que c'est la merde, on te fait un prix, tu viens chez nous. Et après, en fait, Diamond s'arranger avec les gens à qui doivent de l'argent pour voir combien ils peuvent rembourser, sur quelle échelle ils peuvent rembourser. Mais effectivement, comme tu dis, depuis 4 ans, c'est en fait l'histoire d'un navire qui prend l'eau et qui simplement arrive au moment où il a plus les moyens d'écoper tout seul et qui du coup lance un SOS de détresse pour dire les gars, on va crever, etc. Donc, je serais pas étonné, effectivement, vu la pente glissante que ça a été pendant toutes ces années, si ça devait s'arrêter là. Après, on pourra refaire le match de savoir pourquoi et comment. La principale question, c'est est-ce que effectivement les petites boîtes qui dépendaient de ce circuit-là vont pas risquer de faire une année de vache maigre le temps que la situation s'éclaircisse. Ils ont pas trop le choix il faut vite qu'ils changent de distributeur s'ils veulent pas, c'est plus une question de vache maigre, c'est de vache morte, quoi, hein. Après, l'industrie a toujours été assez rapide pour réagir à ces questions-là, vu la solidarité qu'il y a en interne. Enfin, pareil. Peut-être que les éditeurs vont être contactés par les libraires ou inversement pour essayer de trouver des voies alternatives. Justement parce que j'ai pas encore pu rédiger dessus, parce que ça prend du temps et que c'est une situation qui évolue rapidement, mais grosso modo, Volt a déjà annoncé en fait qu'ils allaient se passer de Diamond pour livrer directement
au comic shop. Et t'as Image qui a dit qu'il se barrait du coup de Diamond et qui, alors je sais plus, j'ai pas noté avec qui ils se mettaient, mais en gros qu'ils arrêtaient quoi. Et Distillery, ils étaient là en mode nous ça va, on est optimiste encore, donc on va attendre de voir. Mais par contre, juste pour réinsister que vraiment le chapter 11, c'est vraiment par contre on jette, c'est protection. Moi je dis redressement judiciaire, il y en a qui disent protection juridique parce que c'est vraiment quand même vraiment ce truc-là de protéger la boîte pour essayer qu'elle ne meure pas. Vraiment, il y a deux autres chapitres qui sont beaucoup plus vénères où là, par contre, c'est effectivement c'est l'étape suivante. C'est le redressement. Non, mais c'est une très bonne comparaison avec le redressement judiciaire français. Hein. Ça fonctionne pareil pour le coup. C'est juste que je te dis, il y a pas. Enfin, en France, on va plutôt avoir tendance à essayer de sauver les employés. Aux États-Unis, on va plutôt avoir tendance à sauver les actifs. Mais là, en l'occurrence, comme c'est un marché où il y a déjà des concurrents potentiels qui peuvent se dire bon bah profitons que le navire coule pour récupérer sa voie commerciale, on va dire. Je serais pas étonné si c'était déjà le début de la fin, entre guillemets. Faut juste espérer. Bah, c'est pareil, tu vois, Diamond, ils ont des entrepôts, ils ont des camtars, ils ont des trucs comme ça, donc probablement que tout ça pourra être acheté par des concurrents éventuels, voire même des boîtes externes. Bon, voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, donc on va pas spéculer, mais heureusement, entre guillemets, qu'il existe justement des voies alternatives. Allez, on continue du côté de la VO. Alors, l'annonce d'un projet de Zoé Sorogood, dont vous connaissez l'amour pour l'œuvre sur ce podcast, mais qui a plusieurs projets en fait en gestation, dont on a déjà un petit peu parlé. Il y a I Might Be Evil qui avait droit à une courte histoire dans l'anthologie Image. Il y a Head Trauma aussi qu'elle avait annoncé, et sur lequel, si vous la suivez sur ses réseaux sociaux, elle est activement au travail. Puis elle vient d'annoncer en fait un autre projet, alors lié à un événement tragique de sa vie. Ça s'appelle It Took My Brother. C'est une mini-série en 3 numéros de fantasy all ages, donc tout public, qui parle en fait d'un garçon en fait qui se met en quête d'aller retrouver le monstre qui a buté son frère, littéralement. Se venger. Pour se venger, il est accompagné d'une poule géante. On va vous expliquer pourquoi tout de suite. Et en fait, c'est en fait parce que si vous suivez l'autrice sur ses réseaux sociaux, vous savez que le mois de septembre dernier a été très difficile pour elle puisque son petit frère James Sorogood s'est suicidé. Et donc elle va créer. Elle a déjà fait plusieurs initiatives en fait pour essayer de dealer avec le décès de son frère, notamment du fait de reverser en fait toutes les recettes de It's Lonely, des ventes de It's Lonely depuis septembre jusqu'à la fin de l'année en fait à des associations d'aide à la santé mentale, parce qu'on savait aussi d'ailleurs, parce que James apparaissait dans It's Lonely, il était aussi atteint de dépression comme sa sœur, mais pas de la même forme. Et Zoé avait déjà dit qu'elle voulait faire une suite qui s'appelle It's Crowded at the Center of the Earth, qui allait parler justement de son rapport à son frère, de son frère et de la dépression de son frère. Donc je suis pas sûr que ce projet-là voit le jour au vu de l'issue, même s'il faudra, ou alors il faudra quand même plusieurs années peut-être pour transformer ce projet-là. Mais en tout cas, elle a besoin de faire une bande dessinée sur le deuil pour elle-même faire son propre deuil, et c'est pour ça que le titre d'ailleurs est assez explicite, hein. Le It Took My Brother, on imagine bien que le monstre qui a pris le frère du personnage de Rat, et ça s'appelle, sera une métaphore de sa maladie mentale, de sa dépression, et la poule géante en fait qui l'accompagne, c'est parce qu'en fait James Sorogood en fait avait une propre poule handicapée qui s'appelait Monkey, et en fait elle a posté sur ses réseaux qu'elle avait retrouvé des vieilles photos justement de son petit frère jeune avec effectivement il se balade toujours avec la poule dans les bras, et une poule qu'il aimait beaucoup, décrit un peu comme du Moebius / animé, avec une vibe soit Alice au pays des merveilles mais aussi Attaque des Titans, donc on imagine Alice pour le côté très absurde et Attaque des Titans parce que je pense que ça va être un peu vénère dans le propos, mais en tout cas hâte de voir ce que ça va donner en tant que BD, même si les circonstances sont pas joyeuses du tout. Je sais pas si t'as vu un peu passer les visuels. J'ai vu celui qui est dans l'article. Moi depuis le départ en fait, justement le problème que j'ai avec l'écriture de Sorogood, c'est que c'est beaucoup de moi-je, et que je trouve qu'il y a des façons différentes de raconter et la dépression et l'intériorité, notamment en fiction, parce que j'avais dit j'aurais bien aimé justement qu'elle emballe ça dans des contextes plus fictionnels, ou bien qu'elle s'accompagne d'un scénariste ou d'une scénariste qui pourrait peut-être l'aider à mettre ça en forme, ses idées. Donc là, le projet me parle beaucoup plus déjà. Déjà parce que moi-même, j'ai une frangine qui a atteint de dépression nerveuse depuis qu'elle a 10 ans. Et aussi, bref, c'est un truc pas plus personnel, on va dire. Mais je trouve il y a peut-être moyen que ce soit plus fort, enfin, qu'en tout cas, que ça soit plus universel
que It's Lonely, qui était son récit à elle, entre guillemets, et sans tricherie, c'est son récit à elle et c'est biographique et Bunto. Les références qui sont convoquées me parlent bien aussi, justement, le côté et animé japonais et Moebius. Puis la poule, c'est une super idée de design, quoi. Pour le coup, c'est vrai que c'est un animal naturellement classe, tu vois. La poule, c'est trop stylé. Surtout une poule géante. C'est l'ancêtre enfin, c'est le descendant des dinosaures, quoi. Exactement. Mais il y avait une poule dans It's Lonely, c'était sa meilleure pote, je crois. Elle avait pas un physique. Non, elle avait une tête de pigeon, sa meilleure pote. De pigeon, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, moi, les oiseaux en fiction, j'adore, pour le coup. D'accord, ouais. Mais que chacun son truc. Mais je Maté Touka et Bertie, super dessin animé, qui parle de dépression aussi, de féminité. Je ne te jugeais pas. Après, voilà, moi, c'est pas la crainte que j'ai, parce qu'il y a des auteurs qui fonctionnent, des autrices qui fonctionnent comme ça. Ce serait que Thorogood, en fait, passe sa vie à parler de sa vie. Et que, du coup, je sais pas si c'est vraiment thérapeutique pour elle. J'ai envie de dire, tu sais, on s'est déjà fait la réflexion que des Remender ou des Jeff Lemire, en fait, faisaient que parler de leur daddy issues dans leur BD, au final, hein. Tout à fait. Ouais, mais il y a des trucs il y a des variations de forme, tu vois, justement, par exemple, Descender. Descender, c'est un truc qui, je pense, si je devais l'analyser sur un plan de psychologie de comptoir, ce serait, et si, en fait, mon fils se retrouvait sans moi et devait évoluer dans ce monde cruel d'adulte, etc. Mais une fois que tu vas plus loin, tu vois que c'est un Pinocchio dans un monde de science-fiction, que c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus développé. C'est justement ce que j'espérerais retrouver là-dedans. Après, je pense qu'on aura ce débat aussi quand Zoé aura la même longueur de carrière que Remender. Mais c'est pas une critique sur le plan artistique. C'est juste, en fait, par inquiétude personnelle, j'espère que ça lui fait du bien de faire tout ça et que c'est pas une fuite en avant qui, en fait, va l'amener juste à toujours rester avec ses démons personnels. Parce que bon, c'est vrai que t'as une dépression nerveuse, est arrivé ce qui lui est arrivé avec son ex et avec son nouveau mec. Le succès d'It's Lonely a probablement dû aider, mais après le suicide de son frère, on s'en est tous un peu inquiets. Une personne qui a une fragilité mentale comme ça, qui doit en plus encaisser la perte d'une personne qu'elle aime à ce point-là. Moi, c'est plus ça, en fait. J'aimerais bien c'est ce que je vais dire, mais j'aimerais bien qu'elle aille mieux et qu'elle traverse ça de la meilleure manière possible. Donc j'espère que cette BD va pas accentuer le problème et non le contraire. Je pense pas. J'aurais vraiment envie de dire de croire ce qu'elle a posté et de dire que c'est pour l'aider elle-même à processer son deuil, quoi. Forcément. Après, j'ose à peine imaginer l'état dans lequel elle va faire cette BD, quoi. La tournée de dédicace va être très émotionnelle. Est-ce qu'elle fera même une tournée de dédicace, quoi. Vraiment, c'est à voir. En tout cas, le projet est cool. Ouais. Ensuite, ça m'intéresse plus que It's Crowded pour le coup, tu vois. Ouais, mais comme dit It's Crowded, maintenant je vois pas, je sais pas. Parce il y aura si elle le finit, il y aura une fin différente mécaniquement. Oui, c'est ça, parce que je pense que ça, idéalement, j'imagine que ça aurait été un peu à la It's Lonely, tu vois, un bouquin qui aurait pu avoir une fin un peu heureuse, tu vois, un truc pour parler. Et là, le fait c'est que ça ne peut pas être le cas, donc je sais pas. Mais après, ce sera peut-être une BD qui parlera aussi de comment ensuite elle aura fait It Took My Brother. Forcément, ça a changé, quoi. Ça c'est évident. Du côté un peu moins triste quand même, et dans l'indé toujours. C'est vrai que là, le défilé d'actualité est très joyeux. Ouais, c'est des boîtes qui coulent, des gens qui meurent, voilà. Ouais, c'est pas Bienvenue sur First Print. Ouais, c'est ça. Non, mais Mark Millar, qui annonce une suite à Huck. Avec Raphaël Albuquerque qu'on n'attendait pas forcément, il nous l'avait même pas teasé qu'on l'avait interviewé ici. Si. Toi t'étais en train de parler avec le mec pour son truc d'enregistrement sa console bizarre et moi je lui ai demandé c'est quoi la suite et tout, il m'a dit je veux faire Huck et d'ailleurs je spoil tout, allez bas les couilles. Il avait dit aussi qu'il aimerait bien que Channing Tatum joue le rôle de Huck. D'accord. Parce qu'il avait vu en fait il y avait une conférence apparemment aux États-Unis où Stanley était invité et Tatum était là et à un moment donné Stanley quand il faut monter sur scène c'était déjà un vieux monsieur. Et Tatum était venu l'aider, un peu comme la scène dans House of the Dragon où tu sais t'as le petit frère qui aide le roi à monter sur le trône, tu vois. Il avait vu ça, il avait dit putain, mais Tatum en plus il a ce physique un peu bourrin, il est plutôt sclum, il a ses beaux yeux clairs et tout. Ça ferait carrément un bon Huck si je devais le faire adapter. Et là, il m'avait dit, au fait, la suite de Huck arrive l'année prochaine, mais vous répétez pas, et tout. Donc maintenant, tu peux le répéter. Donc on peut le répéter. Alors Huck, qu'est-ce que c'est, Arnaud Kikou? C'est le Superman de Mark Millar. Mais assez littéralement. Alors il y a toujours un narratif dans les idées géniales qui viennent dans le cerveau de Millar. D'ailleurs, il est très Stanley dans cet esprit-là. On est au début des années 2010. Les New 52 arrivent et la lecture qui est proposée de Superman dans la série Superman et pas dans la série Action Comics, évidemment, de Grant Morrison, ne plaît pas forcément aux anciens lecteurs ou aux lecteurs pré-New 52, comme on disait à l'époque. On dit plus ça aujourd'hui.
Ouais, ils avaient réussi à dégoûter George Perez. Hein. Il y avait pas les parents Kent. Ce qui avait un ça, peu, puis le Superman, il était pas sympa du tout. il était plutôt agressif, plutôt froid. Et l'éditorial, en même temps, c'était à l'époque où il y avait encore Eddie Berganza, donc voilà. Mais ouais, apparemment, l'éditorial avait été tellement relou qu'ils avaient dégoûté Perez et qu'ils s'étaient barrés, quoi. Oui, il y avait aussi la série Superman Batman avec Jay Lee au dessin où on disait bien que ça c'était plus tard quand même. Oui, mais on confrontait ce Superman là à une autre version de la réalité dans laquelle justement il rencontrait les parents Kent pré-New 52, oui, ou à une réalité qui ressemblait au pré-New 52, et où il disait il est bizarre ce Superman, et la mère de Superman, enfin de Clark Kent, disait ah, mais oui, il nous a pas connus en fait celui-ci. Et donc effectivement à l'époque, et c'était une critique qui était adressée à plein de séries des New 52, à mon sens un peu exagérée avec le recul, mais c'était l'époque sombre, c'était l'époque noire, c'était l'époque serious business, on revenait vraiment à un truc qui était limite un peu émo-gothique par moment. Merci Nolan. Merci Nolan. Voilà, et bah ça avait dû jouer. Et justement, tu dis Nolan et c'est intelligent comme comparaison, c'est qu'aussi il y avait eu tous ces débats sur la fin de Man of Steel, film qui n'est pas très joyeux au demeurant, où à la fin effectivement, confronté à l'éventualité que le général Zod bute une famille d'humains qui n'a rien demandé, Superman dit Krypton a eu sa chance et claque le coup de Michael Shannon dans le film Zack Snyder, une fin très Zack Snyder mais qui a posé beaucoup de débats. Avec le recul, encore une fois, des débats assez exagérés. Je pense que Superman, il a déjà tué par le passé et qu'au final, c'est pas non plus gravissime qu'il bute le général Zod, c'est quand même une menace planétaire. Mais du coup, il y avait eu beaucoup d'affrontements sur les réseaux, sur les forums, les commentaires de Comics Blog à l'époque. Je me souviens encore de ces débats endiablés avec nos copains de l'époque. Et donc, Mark Millar a senti, entre guillemets, le vent tourner, s'est dit, mais c'est vrai, moi j'aime, parce que Mark Millar, comme Mark Waid, même Grant Morrison aussi, cette génération d'auteurs, en fait, c'est des fans absolus du Superman classique. Ouais, de Christopher Reeve aussi. De Christopher Reeve, même en remontant en arrière, du Superman de Siegel et Schuster, du Superman de Mort Weisinger. Il y a toujours eu ce côté, Superman, c'est la lumière dans les ténèbres. Superman, justement, ne tue pas pour une raison. C'est un dieu, mais qui choisit de laisser les humains naviguer entre eux parce qu'il veut pas être l'enfoiré qui dirige le pouvoir et tout. Alors, avec des nuances, puisque quelque part, Morrison et Millar ensemble ont fait Red Son, mais Red Son, justement, finit par l'éveil du Superman bienveillant qui a fait créer l'utopie qu'il devait créer depuis le départ. Et même quand il veut faire du Superman négatif, il y arrive pas, Mark Millar. Il aime bien toujours que Superman soit quand même le héros positif du truc. Dans Jupiter's Legacy, le monde s'écroule parce que le Olympien décanie, quoi, grosso modo. Et même là, à l'époque, il avait créé un Olympien qui a une vie civile, qui a une vie de Clark Kent, qui était garagiste, je crois, ou fermier. Donc voilà, c'est un truc qui l'obsède et on sait qu'il voulait faire, déjà à l'époque, ça lui trotte dans la tête depuis très longtemps, son Superman à lui. Donc il a dit, bah écoute, puisque les gens DC Comics n'a pas envie de faire un Superman positif, je vais vous montrer comment on fait. Et donc il avait fait Huck avec Albuquerque, qui est l'histoire donc d'un jeune garçon, un homme de 30 ans, blond, très souriant, un peu bébête, c'était aussi une des caractéristiques du personnage. D'où Channing Tatum. Voilà, on te décrit... C'est quoi ça? Bah, il joue des rôles de gens. Ben non, mais Channing Tatum, il fait le himbo parfait, tu vois. C'est vrai. On aurait pu penser à Chris Hemsworth aussi au niveau du physique de Huck, ceci étant les yeux clairs. Oui, on l'a assez vu, Hemsworth. Mais en plus, là, c'était vraiment une figure très Norman Rockwell, quoi. Il avait une boue de bébé, Huck. Et donc, il vit dans une petite communauté des États-Unis. On dit que ses origines sont un peu, on sait pas trop d'où il vient, ni rien. Il a des pouvoirs, il est extrêmement fort. Et il a une capacité à retrouver les gens. Et du coup, régulièrement, on va lui demander, mon chien a disparu, ma femme s'est perdue en bagnole dans la campagne, etc. Et donc, il fait une bonne action par jour. Et il y a vraiment ce côté très enjoué, très enlevé aussi en fait, Superman. Ce Superman-là, c'est juste un mec qui veut être sympa. Et à l'époque, c'est vrai que c'était assez rafraîchissant. C'était un très bon projet de Mark Millar, qui l'a emballé dans le côté, quels sont les pouvoirs de Huck? Ah, bah, ça remonte à la guerre froide. Ah, bah, c'est les expériences scientifiques. Et gna 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 gna. Bon, ça vaut pas un clou, on a rien à foutre, mais l'esprit général était plutôt cool. Et tout le monde s'était dit, mais c'est quand même bizarre que Mark Millar, qui nous parle de Superman depuis tout ce temps-là, n'a pas, en fait, voulu rentabiliser Huck pour en faire son projet Superman. Bon, après, je pense que parce que comme il est vraiment amoureux de Superman, il lui faut la cape et le grand S rouge. Et il veut utiliser le truc, le vrai. Exactement. Vrai truc, ouais. Donc ça, bon, on verra plus tard, mais pour l'instant, effectivement, il va revenir sur Huck puisqu'il est dans cette période où il veut absolument que les histoires qu'il a créées à l'époque pour être des one-shots adaptés au cinéma ou en série télé deviennent des séries de long terme. Comme pour Prodigy, Magic Order était prévu dès le départ pour être une série. Comme pour Nemesis aussi, qui est revenu quand même 10 ans après avec 3 volumes. Ce qui est quand même beaucoup d'ailleurs pour un personnage comme ça. Et donc Huck, suit ce chemin-là
avec une nouvelle série qui retrouve du coup Albuquerque, avec qui d'ailleurs il a aussi fait Prodigy entre-temps, donc ils sont toujours restés assez proches quand même l'un de l'autre. Bon, le Albuquerque d'aujourd'hui, c'est pas le Albuquerque d'hier. D'ailleurs, c'est rigolo parce que lui aussi a été annoncé sur une série Superman à côté. On va en parler après. Ouais. Mais bon, moi, Huck, j'avoue que le concept me plaît. Là, l'idée, c'est de le confronter au reste du monde, puisqu'il a toujours vécu dans cette petite communauté rurale où tout va bien, où les prés qui chantent, etc. Et là, bon, on t'explique que ça va peut-être être un retour justement à plus de négativité, puisque la série s'appelle Big Bad World. Et c'est Huck qui va aller chercher les autres justement pour montrer pourquoi Superman est important. Ouais, peut-être. C'est assez. Pour avoir vraiment cette optique de c'est la lumière dans les ténèbres. C'est ça. C'est encore une fois Mark Millar qui sent les bons coups. Je veux dire, les États-Unis se préparent à entrer dans une période. Alors politiquement, Mark Millar, attention, hein, c'est pas un anti-Trump ni à l'inverse un pro Kamala Harris. Hein, il est quelque part dans le spectre des deux. C'est compliqué de résumer, mais voilà, si vous cherchez Robert Kennedy sur Google et vous comprendrez un petit peu les convictions de Mark Millar. Mais donc voilà, pour résumer, effectivement, les États-Unis, ça a entré dans une période sombre, et on a vu le monde. Hein. Oui, le monde, ouais. Et on a vu un retour justement depuis quelques années du Superman plus optimiste dans Superman et Lois, par exemple, où il y a ce côté père de famille qui retourne à Smallville. Il y a My Adventures of Superman aussi, qui est beaucoup plus positif, où il y a beaucoup moins de complications sur Superman torturé. Non, c'est pas du tout le cas. Et pareil pour celui de James Gunn qui revient parce que aussi à la lumière. Mais parce que c'est aussi l'essence de Superman à la base, quoi. Oui, mais on a essayé de le tweaker. À une époque, il y a 10 ans, rappelle-toi, on disait, oui, il est chiant. Tu vois, comme Captain America, on disait, il est chiant, il a pas de relief, il a pas d'aspérité. Je me souviens d'une critique de Télérama sur Captain America Winter Soldier qui disait, bon, il est bien gentil, Captain America, mais ça manque de héros complexes et tout. Donc, il y a eu quand même une réflexion, même des élites intellectuelles, sur le côté, ces héros-là, ils sont emmerdants. Et là, on rentre dans une autre période où justement, comme le monde est devenu ce qu'il est devenu, on a besoin du retour des Fantastiques Four classiques de Kirby, on a besoin du retour du Superman classique de Christopher Reeve. Et justement, je pense que Millar, sentant ce vent tourner, a lui aussi envie de revenir. Et puis même pour s'échauffer un peu, je pense, avant Superman. Ouais. Bon, il a encore quelques années. Hein. Moi, j'ai tellement envie de lire cette putain de série. J'ai tellement envie de lire son Superman pour le revoir enfin, faire un truc de long terme déjà. Et aussi voir ce qu'il a à nous dire. On sait pas si c'est un truc de long terme, son Superman. Si, il avait dit 5-6 volumes minimum. Ah bon? Dans l'interview qu'on a fait ensemble. Arnaud, tu l'as pas eu? T'étais là ce jour-là ou... Mais il y a tellement de choses que... Il a dit j'en ai pour 30 numéros au moins. Très bien, très bien. Bon, ben oui, effectivement, ce serait bien la première fois que Mark Millar fait quelque chose d'aussi long, quoi, en fait. Bah, depuis The Authority, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Donc, ce qui date, quand même. Tout à fait. Ce qui commence à remonter à ça. Remarque, son Swamp Thing était long aussi, hein, mine de rien. Ça, c'était avant. Ouais, c'était avant aussi, ouais, effectivement. Bon, ben, on va bien voir. En tout cas, que ça sort ce printemps chez Dark Horse. Du côté du mainstream, Marvel qui nous régale, hein, une fois de plus. Avec One World Under Doom, ils ont annoncé une série Superior Avengers. Voilà, vous aviez eu le Superior Spider-Man, et bien vous auriez les Superior Avengers. Donc, c'est encore une équipe qui est créé pour One World Under Doom, donc qui est vraiment le monde régi par Fatalis, quoi. J'ai vu en plus un peu des descriptifs slash spoilers de Bleeding Cool, en gros, où Fatalis, il va l'idée apparemment, c'est qu'il va free healthcare, éducation pour tous, machin. Donc en fait, c'est Toyo Harada, quoi. Ouais. Il pompe complètement Imperium. C'est la dictature bienveillante. C'est ça, ouais. Et donc, tu dis, ok, les héros vont du coup lutter contre quelqu'un qui veut donner la retraite à 60 ans et le SMIC à 1 600 € minimum, en étant un petit peu dictatorial, quoi. Mais en gros, il y aura une équipe donc d'Avengers qui va être la force de police de Doom, hein, tout simplement. Et donc ça fait un peu Dark Avengers quelque part, puisque ce sont des ça fait un peu, virgule, quelque part. Ces mecs, c'est 100% le truc. Non, mais attends, non, mais justement, parce qu'il y a un twist, parce que c'est Super Avengers, on te dit qu'en fait, ils ont des noms de personnages très connus, comme Abomination, Dr. Octopus, Ghost, Killmonger et Onslaught, sauf que on te dit que a priori c'est des nouveaux personnages, parce que dans le descriptif, déjà la Dr. Octopus c'est Octavio Octopus, en fait, c'est un peu une version féminin, quoi. Blond, ouais. Concrètement, le Onslaught il est plus fin. Bah ouais, ça, il donne pas du tout l'impression d'être aussi puissant que le Killmonger aussi, c'est une nana. Ouais. Oui, t'as raison. Et que et l'abomination est tout à fait humain. Il y a que Ghost en fait qui ressemble à Ghost. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment très très curieux, parce que du coup ça fait aussi un petit peu Thunderbolts, on présente des héros
qui sont des vilains, mais en fait il y aura un twist derrière, ce que ce sera pas forcément ceux auxquels vous pensez. Donc c'est pour ça que je dis c'est un mix des Dark Avengers et des Thunderbolts. Ouais, l'idée, le nouveau leader de la Terre après le crossover, c'est l'enfoiré et il crée ses Avengers à lui. Ça, par contre, c'est Dark Avengers, bien sûr. Mais ça. donc, je sais vraiment pas quoi en penser, surtout que l'équipe créative, c'est Steve Fox, ouais. avec qui je vais rester gentil, mais voilà, il a pas fait de grandes choses pour l'instant. Lucas Marès, c'est très gentil, ça, pour Lucas le coup. Marès, non, mais je pense pas que ce soit forcément de sa faute à lui, mais je pense qu'on lui donne juste des séries concept pourries, quoi. Spider-Woman, il aurait pu se démerder mieux que ça, quand même, et puis... Non, il est pas bon. New Champion, non, mais tu vois, mais Spider-Woman, on lui a donné alors que ça devait être avec Davis Rain et puis je sais plus quel autre event, tu vois, qui oui, était, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, c'était vraiment des trucs de commande. Pareil, les New Champions, personne n'a eu envie d'écrire ça, tu vois, on lui a donné parce que voilà. Et puis il y a des gens qui étaient nuls au début puis qui se sont révélés être bons. Je veux dire, Fraction, quand il faisait les séries Marvel avant de faire Hawkeye, il y avait quand même. Oui, voilà, tout n'était pas les gens excellent. critiquaient la qualité de ce qu'ils produisaient à l'époque. Il y a parfois des révélations. Hein. Ouais, donc à voir, mais après je pense pas que ce soit sur Super Avengers, parce que c'est annoncé en plus comme une mini-série en 6 numéros, donc ça va, voilà, on sait à peu près combien de temps doit durer le statu quo. C'est 9 numéros pour One World Under Doom, c'est 6 numéros pour la mini-série qui démarre en avril, donc grosso modo, et ça tu l'as déjà anticipé aussi, Corentin, c'est vers cet été, la rentrée, qu'il y aura le nouveau changement avec sûrement le relaunch des Fantastic Four pour accompagner le film, qui verra aussi, on l'imagine, Fatalis abandonner ses fonctions de régent. Bah là, ça c'est assez évident tout bêtement, puisque la série Fantastic Four actuellement, elle est dans une sorte de décrescendo, enfin de compte à rebours plutôt, Ouais. puisque on en parlait en blague tout à l'heure, mais dans Fantastic Four 30, The Thing perd ses pouvoirs, dans Fantastic Four 31, Johnny Storm va a priori perdre ses pouvoirs, et donc ça va être Fantastic Four 3, Fantastic Four 2, Fantastic Four 1, ensuite pour Fantastic Four 32. Fantastic One. Oui, Fantastic One, ouais. Et après, Fantastic 0, probablement pour Fantastic Four 33. Et ensuite, ce sera le mois de juillet avec le film qui sort. En plus, par Ryan North, qui est sur l'écriture de One World Under Doom et de Fantastic Four. On peut très bien s'attendre à ce qu'effectivement, ils remettent, même dans le FCBD, ce sera teasé. Ouais. Ils vont faire une nouvelle série FF d'ici le mois de juillet. Et probablement, vu que le film risque de bien fonctionner, ce sera un peu la nouvelle ligne directrice de remettre les FF au centre du jeu. Même si c'est bizarre, parce qu'à côté, ils veulent remettre les X-Men au centre du jeu. L'année prochaine, on sait qu'il y a X-Men Hunt qui va être le truc fédérateur pour les X-Men sur le gros de l'année. Mais pareil, je vois pas, moi, en 2026, en 2026, pardon, il y aura forcément un crossover mutant. Oui. Et pareil, à côté, il y a Imperium pour, je pense, l'univers Ultimate. Donc, ils ont les coups des franches pour 616 pour l'instant. Imperial, d'accord. Imperial, pardon. Imperial, c'était justement, c'était Toyorada. Mais ceci étant, justement, c'est assez intéressant de considérer que il y a une vraie période qui ressemble à ce que faisait Marvel avant, sauf qu'avant ça durait plusieurs années, que là ils vont le faire en accéléré parce qu'il y a aussi la Doom Academy. Ouais. Et la Doom Division. Et la aussi, Doom Division et les Superior Avengers. Ils font quand même beaucoup d'efforts. Et ça sent quand même l'envie d'insister, tu vois, sur Doom, c'est le patron, ça a un vrai impact. Moi je serais bien pour que ça dure un peu plus longtemps. Ou en tout cas que les ramifications durent plus longtemps. Je suis d'accord, je trouverais ça bien. Dark Reign avait duré 1 an au final, tu vois, donc bon, c'est... Bah là, ce sera pas du coup. Là, ce sera pas 1 an non plus, mais pour dire que c'est pas, si c'est 9 mois, c'est 3 mois de moins, quoi, donc c'est pas non plus si moins long. C'est différent. Ouais, c'est différent. Ça se dit, c'est différent. Ouais, c'est vrai, ça se dit aussi. Mais non, mais toi-même, tu sais, c'est difficile de se concentrer parfois dans. Oui, quand il y a du bruit, par exemple. Quand on enregistre et qu'il y a des putains de perceuses. Et des marteaux aussi. Que là, heureusement, vous n'entendez pas, chers auditeurs et auditrices. Tu m'as dit de pas en parler, t'as vu? Très peu. Oui, mais je l'ai fait quand même parce que là, j'avoue que c'est un peu relou, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, effectivement, tu pourrais demander à ce que ça dure un peu plus longtemps, pour que ce soit vraiment ça mimique un peu mieux le côté, oui, mais la différence c'est que Dark Reign ça avait aussi eu des vraies conséquences. Ouais. Là a priori je pense que ça ne peut pas ne pas en avoir, quoi. Je sais pas. Tu peux être sûr. Je sais pas si à partir du moment où on part du principe que quand même que les Avengers vont du coup mettre quelqu'un hors d'état de nuire qui proposait donc la santé, la mutuelle, la sécurité sociale et ce genre de choses, des choses bien en tant que telles, ça aura sûrement un impact sur la perception qu'on va avoir de ces gens en leur disant mais attendez les gars, là vous allez déconner parce que quand même vous n'apportez jamais ça. Il y a ça, et il y a le fait aussi que l'an prochain il y a Avengers Doomsday et qu'ils pourront pas mettre déjà en 2026. Oui. Ah ouais, il sort déjà. Je crois, non? Il le tourne là cet été. Oui, t'as raison. Il me semble, de mémoire, on vérifiera, mais vérifier. Ouais. Mais l'année prochaine, en tout cas à long terme, il y a Doomsday et Secret Wars. À moins d'un pépin vraiment très très conséquent, le boss de fin de Secret Wars, ça restera
le Doom suprême. Ouais, c'est ça. Donc j'imagine, enfin en tout cas je vois pas comment est-ce qu'il pourrait se passer de Doom d'ici les prochaines années et aligner les publications Marvel en conséquence. Parce que même s'il y a le Maker qui reste l'un des ultimes boss de fin du multivers, ils vont pas leur foutre Thanos tout de suite, ça n'a pas d'intérêt éditorial si tu veux faire du marketing croisé. Moi je verrais bien justement que ça continue, que Doom va rebondir sur sa défaite, préparer un autre plan, revenir l'année prochaine avec un nouveau crossover, et qu'on ait vraiment une grosse période Doom, puisque ça reste quand même l'un des plus grands vilains de Marvel. Bah. Pour beaucoup, c'est même le plus grand. Il y a encore plein de trucs intéressants à écrire, et si justement t'as un nouveau scénariste qui arrive sur les Fantastic Four, avec l'idée que l'an prochain il y a Avengers Doomsday, que du coup il faut faire un run qui soit canonique, je veux dire, qui embarque justement l'idée d'un grand crossover l'année prochaine, tu vois, il y a des trucs à faire encore. J'espère justement que le cinéma pourrait tirer vers le haut les idées des comics. Ne craque pas. Les idées des comics avec un truc, c'est particulièrement agaçant. De ce point de vue-là. Ceci étant, encore une fois, on connaît Marvel et ils peuvent aussi très bien tourner la page et dire rien à foutre. Yes. Ouais, je vais faire un craquage nerveux en fait. Ouais. C'est compliqué. Donc du côté de Marvel encore, je te relaisse la parole juste pour nous présenter un nouveau Spider manga qui arrive par Shogo Aoki. Donc Marvel continue ses liens avec les artisans de la bande dessinée japonaise. Alors on avait déjà eu un Spider-Man Fake Red qui était sorti d'ailleurs l'an dernier chez Panini Comics, mais qui avait pas connu un gros succès, donc qui avait été arrêté. Mais ça les empêche pas de continuer à poursuivre des efforts pour travailler avec des mangaka et proposer des déclinaisons en manga de leurs super-héros maison. Oui. Alors je sais pas quelle est la maison d'édition qui produit ce truc-là, puisque Marvel a un partenariat avec Kodansha et Shueisha. Je sais d'ailleurs même pas si ça appartient au même groupe, il me semble que non pour le coup. Mais bon. Il y a la partie informative que je vais dire tout de suite. C'est donc Shogo Aoki qui est le dessinateur de Goblin Slayer, Dai Katana, qui est la préquelle de Goblin Slayer, voilà, et qui a fait d'autres mangas de son côté en scénariste et dessinateur, qui va raconter en fait l'histoire de Wilson Fisk qui retourne dans le passé, dans le Japon du 19e siècle, à la période de l'ère Edo. Qu'est-ce que c'est l'ère Edo, Arnaud, toi qui es si fort en histoire? La période de l'ère Edo, c'est en fait, alors, au Japon, en fait, il y a des grandes périodes qui correspondent à qui est au pouvoir. C'est l'ère des samouraïs. En partie. Si je vulgarise très très grossièrement. Après, elle a duré 1000 ans, l'ère des samouraïs, donc. C'est pour ça, c'est facile, tu vois. T'as visé large et c'est pas mal. Au Japon, en fait, le pouvoir, les années sont comptées par rapport à qui est sur le trône du pouvoir. Et donc, il y a ce qu'on appelle la période des Tokugawa. En fait, c'est, à un moment donné, en fait, plusieurs seigneurs se sont mis d'accord pour destituer l'empereur, qui a gardé un rôle symbolique, et pour assurer le vrai pouvoir politique au Japon, ils ont mis ce qu'on appelle en place le shogunat. Donc c'est un shogun qui règne sur le trône, c'est l'un des seigneurs qui, voilà, un peu un dictateur à la place du dictateur. Et en fait, cette période-là, justement, a duré assez longtemps, et se conclut à la fin de l'ère Edo, quand il y a une guerre civile, où l'idée, c'est que celui qui gagne, du coup, garde le pouvoir, un camp qui est celui du shogunat, et un camp qui est celui de l'empereur. Et du coup, donc le camp de l'empereur a gagné, et ils ont remis sur le trône l'empereur Meiji. Donc c'est le début de ce qu'on appelle l'ère Meiji, qui s'accompagne d'une période d'occidentalisation et la fin du système de castes. Parce qu'il y avait 4 castes au Japon, 4 classes, même sociales, 4 classes de pouvoir. C'était encore un régime féodal jusqu'ici, tu vois, avec les seigneurs, les samouraïs, les paysans et la noblesse. Donc voilà, à la fin de ce truc-là, on fait une vraie, pas démocratie, parce que ça reste une dictature, le Japon évidemment, mais on devient une société plus occidentale avec plus de port d'armes, plus de samouraïs, c'est terminé. Une police qui est vraiment beaucoup plus occidentale avec des armes à feu et tout. Et donc cette guerre-là, elle est décrite en partie d'ailleurs dans le manga Kenshin le Vagabond. Si vous avez pas lu ce manga, bon, qui est écrit par un auteur pédophile, c'est dommage, mais c'est un super manga néanmoins. Et il y a une super série animée. Oh, c'est dommage. Hein. Lovina aussi a été écrit par un pédophile. Tu vois, si on fait la liste si on fait la liste de tous les mangaka pédophiles, malheureusement, on n'a pas fini. Ce n'est pas un jugement de valeur contre le Japon en général, c'est juste qu'effectivement, il se trouve qu'ils ont plus d'auteurs pédophiles que remarque, non, ça pourrait se vérifier, ça. Tiens, ouais, on va pas faire de comparo. Ouais. Mais donc, bref, Kenshin, du coup, décrit un petit peu cette période-là, puisque le héros de Kenshin, le vagabond Batosai, a combattu pour réinstaurer l'empereur, quoique non, je crois qu'il était dans le camp des méchants, lui. Enfin, bref, peu importe, on s'en fout. Donc, le Kingpin revoyage à l'époque de l'ère Edo et prend le contrôle du pouvoir. Voilà. On sait pas comment. Il se démerde, c'est le Kingpin, il est très fort. Il est très fort, ouais. Il amène avec lui le symbiote de Venom, au cas où. Voilà. Spider-Man, Miles Morales, Peter Parker, Miles Morales et Gwen Stacy, donc Spider-Gwen, se disent non, on va pas le laisser faire, hop.
on voyage dans le temps nous aussi, comme dans Tortue Ninja 3, et on va l'uniquer sa grosse race. Et une fois sur place, en fait, il se trouve que le symbiote de Venom, va se greffer à un héros local, un héros japonais, un adolescent japonais à mèche, comme dans les RPG, et devenir Venom. Et donc ça va c'est trop marrant parce que je me suis dit au début que c'était un crossover, enfin une façon de remettre Kid Venom en fait en continuité dans une autre histoire, mais pas parce que c'est la même chose quoi. En fait, c'est un truc que même moi j'ai ce réflexe de langage idiot de dire le Japon féodal, alors qu'en fait on devrait dire le Japon médiéval quand on parle du Japon il y a très longtemps, celui des ninjas et des châteaux forts. Et le Japon féodal, oui, techniquement, c'était encore un système féodal, mais c'est très récent, c'est l'histoire très récente. Bon, ils avaient des armes à feu, tu vois. Enfin, il y avait déjà des bateaux de guerre et tout. Donc, effectivement, non, c'est le Japon du 19e siècle. Kid Venom, lui, c'est les années 900. D'accord, ok. Enfin, c'est en 937, je crois, le début de Kid Venom. Alors, certes, avec l'élasticité temporelle de chez Marvel, on aurait pu le ramener. Mais pour le coup, non, c'est un nouveau Kid Venom inventé au Japon. Ouais. Parce que Venom est très populaire au Japon. Comme Spider-Man d'ailleurs, les héros arachnéens en général sont très populaires en Asie. Ça leur parle au niveau design, je ne sais pas. Donc là, en fait, c'est ce que font beaucoup. Voilà, la fin de la partie historique. Pour le commentaire critique, on va dire. Moi, si tu veux, j'ai un petit problème avec ces versions japonisées, nipponisées de l'univers Marvel, c'est que généralement, on prend le personnage, on le fout au Japon et on dit on va stripper tout ce qui fait que le personnage fonctionne pour l'adapter aux codes locaux. Et du coup, ça veut dire qu'on va, en l'occurrence, chercher une période historique. Et pas au code Lyoko. Pas mal. Série qui s'inspirait beaucoup de ce qui se faisait au Japon, justement. Pas mal, un autre très bon exemple de métissage. Mais en l'occurrence, donc, voilà, le Kingpin ça fait un peu isekai, en plus. Tu vois, le Kingpin qui remonte dans le temps. C'est très isekai dans l'esprit. Tu te dis non, ça n'a aucun putain de sens. Vous avez des héros qui auraient pu correspondre à ça, comme Wolverine, comme le Silver Samurai ou quoi, ça aurait été logique. Spider-Man et Gwen Stacy et Miles Morales, particulièrement, qui vont, parce que c'est un pays raciste au Japon quand même au départ, genre à l'époque il y avait pas de Renault au Japon, tu vois, qui vont aller chercher le Kingpin out of all people au Japon de l'ère Edo, aucun rapport frère. Et aussi il y a un truc chez les Japonais, c'est qu'ils aiment bien créer des personnages qui sont vraiment issus de chez eux pour l'identification, je pense, tu vois, c'est banal mais c'est comme ça. Oui, bah oui. Pour justement voilà avoir un héros à eux et tout, c'est comme dans le manga avec Octopus Girl, je crois que ça s'appelait, où le Docteur Octopus prenait le contrôle d'une jeune enfant de 14-15 ans, et que là, t'avais le supérieur Octopus qui débarquait, tout ça, aucun putain de sens. Donc voilà, moi, c'est un peu ce genre de conneries. Pour moi, c'est très pas idiot que les Japonais se disent, on va faire un manga Spider-Man qui va juste se passer aux États-Unis. En fait, tu vois, il y a des mangas qui se passent aux États-Unis. Tous les mangas ne se passent pas au Japon. Il y a des mangas où tu suis le quotidien du FBI ou de machin, etc., tu vois. Donc, pourquoi particulièrement vouloir toujours à chaque fois déplacer concrètement l'histoire dans le pays au moment où on invite des personnages américains au Japon pour faire des mangas? Je vois pas trop l'intérêt. Là, j'ai regardé un peu ce que faisait Shogo Aoki. C'est pas moche, pour le coup. C'est un mec qui a un coup de crayon. Mais, je sais pas, le concept, en fait, ça fait trop camoulox. Enfin, je sais pas, j'attends pas grand chose de ce truc-là, j'avoue. Encore une fois, moi, je trouverais ça cool, justement, que de la même façon que il y a des auteurs de BD américaines qui basent leurs histoires dans d'autres pays, on pourrait aussi imaginer l'inverse, et sans forcément avoir chaque fois besoin de se dire ouais, on va faire un isekai avec le Japon féodal, les samouraïs et les ninjas. C'est un peu caricatural, en fait, je trouve, comme idée. Tu vois, l'idée me paraît caricaturale. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses? Tu t'en fous? Arnaud, il met des news au programme, mais il a rien à dire dessus. Parfois, quand on parle de comics jeunesse en VF, t'as pas grand chose à dire non plus dessus, tu vois, donc c'est en alterne. C'est dur ce que tu dis. J'ai toujours un avis sur tout, moi. C'est vrai. Oui. Ce qui fait de moi un excellent podcasteur. Ouais, exactement, c'est ça. Donne-moi un sujet, vas-y. Un bon profil. Au pif, vas-y, donne-moi un sujet. Conflit israélo-palestinien. Ah, j'ai un super avis là-dessus. Je peux te faire 3 heures dessus. Ouais, mais pas aujourd'hui. On en a parlé l'autre fois d'ailleurs. Vite fait. Une anthologie Superman The World est en préparation chez DC. Il y aura pas encore grand chose à dire dessus puisqu'on ne sait pas qui sont les équipes. Enfin, on sait qu'il y a Dan Jurgens et Lee Weeks sur l'histoire américaine. Donc, pour rappel, The World, c'est une anthologie qui démarre en 2021 avec Batman. Et le principe, c'est, on fait genre une douzaine d'histoires par 12 équipes créatives différentes qui viennent de 12 pays différents. Et en plus, on fait un système de publication internationale où chaque pays participant propose aussi sa version dans son propre pays. Donc, ça sort en album. Et ça sort en album. Donc, on avait eu de la chance en 2021 pour Batman d'avoir une équipe française qui était impliquée dessus avec Mathieu Gabella et Thierry Martin qui avait fait une petite histoire sympathique de
Batman au musée du Louvre de mémoire, il me semblait. Il allait poursuivre Catwoman et il y avait Wonder Woman dedans. Mathieu Gabella qui était passé dans le podcast à l'époque, l'émission est toujours en ligne si vous voulez l'écouter. Par contre, en 2024, pour Joker, Folie à deux, ils avaient sorti donc Joker The World. Et là, quelle ne fut pas notre surprise et notre déception de voir que la France n'était pas représentée. Et en conséquence, cette anthologie est restée inédite en VF puisque Urban Comics ne l'a pas proposée. Bah oui, c'est le chauvinisme. Bah non, On n'est pas dedans. Après, au-delà du chauvinisme, c'est peut-être des questions de contrat aussi. Moi, c'est le genre de projet qui m'intéresse pas du tout, pour le coup. Je peux m'en passer. Oui. Non, mais juste pour dire que donc Superman The World, ça arrivera au mois de juin. On sait qu'il y a donc Dan Jurgens et Lee Weeks qui sont les co-créateurs de John Kent quand même, qui seront impliqués sur l'histoire américaine. Et on n'a pas encore, après ils ont, sur le résumé. Entre autres, Dan Jurgens, c'est l'un des plus grands scénaristes de Superman. Hein. Oui, mais pour les mêler ensemble. Oui, le fait de les mettre ensemble, ça, je pense que ça indique que l'histoire sera sur John Kent, tu vois. Et donc, il y a quand même, parce qu'en fait c'est juste Rich Johnston qui passe son temps libre sur Amazon et en fait à pister la fiche produit et à scanner les planches du magazine de commande de l'album. C'est complètement ces deux activités. Parce que je me suis posé la question de faire une news, il a scanné les planches du nouveau look de l'univers DC machin. Scan, il est dégueulasse. Mais non, mais c'est horrible. Non, mais c'est ce qu'il fait, c'est vraiment, c'est de la là, merde. pour le coup, je sais pas, demande à une IA de restaurer les planches, je sais pas, enfin, un minimum, bref. Non, ou juste de s'acheter un scanner correct, en fait. Ouais, voilà. Mais même si moi, je les prenais en photo avec mon téléphone, ce serait de meilleure qualité. Allez. Mais bref. Donc, on a vu que sur l'album, il y a marqué qu'il y avait 15 pays différents. Donc, ça fait quand même 2 ou 3 de plus que l'année dernière avec Joker. Donc, je croise les doigts pour que la France soit présente, ce qui voudrait dire aussi que Urban Comics la publiera. À mon avis, vu qu'ils commencent l'année avec une expo FIBD plus la collection Urban Nomad Special Superman, j'ose croire quand même qu'ils seront au sommaire. Hein. Ce serait quand même très curieux que ça ne se fasse pas. Moi, j'aimerais bien que la Chine soit présente pour qu'on revoie enfin le New Superman, bordel de merde, de Jin Wen Yang. Mais qui est une création, qui est une super série. Mais qui est une création américaine quand même aussi, parce que Jin Wen Yang est d'origine chinoise, mais il est américain quand même. Ouais, mais bon, j'aime bien cette série. Je suis pas sûr. Après, vu les États-Unis, comme dit, je suis pas sûr. Relation avec la Chine. Ouais, c'est ça. Est-ce que DC Comics s'en fout de ça? Non, parce que regarde, la Russie, ils l'avaient enlevé de Joker. Ah oui, t'as raison. Alors pour justement, et la Chine et la Russie étaient absentes sur Joker, et justement, et je pense que c'est parce que entre Batman et le Joker, je rappelle que Joker, quand même, c'est l'ambassadeur de l'Iran aux États-Unis. Ah oui? Oui, t'as pas lu Death in the Family? Si, mais. Tu sais, il a le turban et tout. Tu pas de ça? Ah, c'est une vanne. Non, c'est vrai, c'est canonique. D'accord, ok, non, j'avais plus des détails. Ayatollah Khomeini l'avait nommé ambassadeur. D'accord, ok, non, j'avais plus. Non, c'est canonique, c'est dans la chronologie d'essai. Joker est un diplomate. Très bien. Bon, il est beaucoup de choses. Hein. Mais du coup, juste rapidement, c'est cool pour accompagner Superman, etc. et donner le côté international du personnage. Mais autant Batman, je trouve, vu que Batman prend des référents et en Europe, et il y avait déjà eu la Batman. Après, Superman se déplace dans le monde entier aussi, donc il y a pas. Oui, mais pour moi, il est plus américain. Enfin, tu vois, genre Batman à Paris, architecturalement, ça a un sens parce que Gotham City évoque aussi des villes d'Europe, et puis le Nyctalope, et puis tout ça. Même Batman en Afrique, on a eu Batwing. Enfin, tu vois, le jeu sur Superman me paraît moins. Je l'imagine pas en dehors de ses gratte-ciels ou même, tu vois, enfin. Après, il y aurait des trucs à faire, genre Superman qui fait du caritatif dans les pays en guerre ou dans les pays. Superman qui va aider une petite famille en Auvergne à faire sa ferme. Ah voilà, ça j'y crois pas du tout, par exemple. En mode All-Star Superman un peu, tu sais. Superman qui va en Alsace manger un pretzel. Ouais, il va à Mulhouse. Qui aide un brasseur sans le sou à refaire sa brasserie. Bien sûr. Voilà. Ça me paraît tout à fait cohérent. Il a proposé des schnitzels, c'est des Leverknäpfle, des Kugelhof. Non, Kugelhof. Putain, tu me fais chier, on dit Kugelhof en Allemagne. Non. Mais si. Non, jamais. En Allemagne, on dit Kugelhof. Jamais de la vie, frérot. T'es jamais en Allemagne. Mais je suis allemand, tu le dis toi-même. Donc je le sais mieux que toi. Non, mais voilà, effectivement, donc ça, on aura sûrement des détails. D'ailleurs, ça se trouve d'ici le prochain front page, on pourra vous en parler plus en détail et en fonction de des équipes créatives choisies, on verra bien si on connaît ou pas des gens. Mais par contre, justement, tu disais d'autres projets pour accompagner Superman. DC le fait et le fera bien puisque ils ont annoncé une série régulière Superman Unlimited, avec Raphaël Albuquerque dont on parlait un petit peu avant au dessin et surtout au scénario, Dan Slott qui fait son très grand retour chez DC Comics. Ça faisait je sais pas, plus de 15 ans peut-être qu'il y avait pas été. 20 ans. Ouais, voire 20 ans, c'est de Arkham Asylum Living Hell, je crois que c'était 2003 ou 2004. Donc ouais, voire peut-être 2005.
Mais enfin, ça fait au moins 20 ans. Ouais, ça doit faire une bonne vingtaine d'années. Dan Slott, il avait commencé dans les comics en travaillant chez DC sur les adaptations de séries animées. Ouais. Les trucs de Cartoon Network, notamment les Animaniacs, et les séries DC de type Batman, Superman Ange de Metropolis. Ouais, Superman Adventures. Ouais. Mais c'était que de la licence. Et en fait, les premiers vrais comics qu'il a fait en fiction et en canon, c'était Arkham Asylum Living Hell, qui était génial d'ailleurs avec Ryan Sook. Super mini-série, ouais. Ouais, qu'on oublie un peu souvent quand on cite les BD Arkham. Moi je la garde toujours, parce que je l'avais lu et vraiment elle m'a marqué. Avec le Great White Shark, super personnage. Vraiment descente aux enfers du. Vraiment c'est Oz. C'est Oz dans. Beecher, ouais, c'est complètement Beecher. Hein. Ouais. Et à la fin, Who's the New Fish. D'ailleurs, il s'appelle Tobias aussi, donc est-ce que c'est pas. Je me souviens même plus de ça. Est-ce que c'est pas la. Ou c'est probablement un hommage. De toute façon, tu penses série carcérale, il n'y en a pas 40, t'as pas Prison Break et Oz. Ouais. Donc après ça, évidemment, il a signé chez Marvel pour notamment la série She-Hulk, qui était tombée en 2005-2006. Et puis, est amorcé la carrière qu'on connaît. Il prend les commandes de Spider-Man, il fait les Mighty Avengers, il invente le Spider-Verse. Ça devient l'un des plus gros architectes de tous les temps, de la mythologie arachnéenne. Il fait les Fantastic Four aussi. Il fait le Silver Surfer. Enfin, voilà, vous connaissez le CV de Dan Slott. Et entre-temps, c'est un petit peu comme Greg Capullo, là, qui est revenu récemment chez Marvel après avoir fait en fait le gros de sa carrière chez Image Comics et chez DC. On oublie de dire que Greg Capullo avait quand même commencé au départ chez Marvel. Là, c'est l'effet inverse en fait. C'est un gars qui était quasiment exclusif, plus ou moins en tout cas, à la Maison des Idées pendant 20 ans et qui revient un peu symboliquement pour dire regardez, maintenant on va faire une nouvelle série Superman avec Albuquerque. Alors bon, le problème c'est encore une fois Albuquerque, son coup de crayon a un peu évolué. C'est moins fédérateur qu'au début, j'ai l'impression, surtout au niveau du dessin des yeux. Les yeux d'Albuquerque, c'est toujours un travail d'adaptation pour l'œil du lecteur. Mais l'idée, là, en fait, c'est de créer un nouveau statu quo dans lequel un météorite de kryptonite assez conséquent s'est écrasé sur Terre. Et donc, il y a une profusion de kryptonite. Tout le monde peut en acheter, tout le monde peut en faire des armes. Et donc là, le moindre braqueur qui braque la moindre banque, il a un petit chargeur de bastos en kryptonite. Les mecs qui agressent les gens au coin des rues, ils ont à Barcelone, ils ont des couteaux en kryptonite. Voilà, donc maintenant Superman va devoir faire gaffe et faire appel à de nouvelles technologies, de nouvelles stratégies pour contourner le problème. Il y a des États entiers qui s'achètent des armes en kryptonite pour pouvoir se défendre et faire leur petite dictature sans se faire emmerder par Superman. Et à côté de ça, le Daily Planet fusionne avec un organe de presse dont j'ai oublié le nom malheureusement, pour faire une chaîne de télé, pour faire un site web, pour passer dans le 21e siècle et devenir un vrai groupe de presse, multispécialiste sur tous les canaux. Donc voilà, une proposition plutôt originale, plutôt intéressante. C'est pas la première série Superman comme ça qu'on va séparer du canon pour raconter un truc totalement inédit. Et c'est DC qui prend une grosse cartouche, parce que quand même Dan Slott, on pense qu'on veut de Dan Slott, c'est évidemment pas le meilleur scénariste de tous les temps. Il a à maintes et maintes reprises énervé les lecteurs de Spider-Man. Il a fait du She-Hulk et du Silver Surfer, et en face, il fait Spider-Boy, quoi. Donc oui, Superior Spider-Man, ouais. Qu'on pourrait considérer comme une idée originale, alors ceci étant à l'époque, mais c'est vrai que Spider-Boy particulièrement. C'est nul. Hein. Et puis son retour sur Spider-Man. Avec c'était la préquelle de Spider-Boy, qui c'est même au niveau Cosmic Comics, c'est une insulte cette série, à tel point c'est débile. Mais on en parlera un jour si tu veux faire un point je pourrais faire un point Cocopédia juste sur le Spider-Verse depuis le début et vous verrez à quel point ça n'a pas de sens et c'est nul. Donc en tout cas c'est pas grave, peu importe. Je pense que son écriture pourrait très bien s'adapter à Superman, puisque en fait il a déjà prouvé que quand il faut écrire des héros positifs et des concepts comme ça un peu à l'ancienne, c'est Fantastic Four, moi je les aime bien, tu vois. Enfin, quand il était revenu sur la FF après leur absence pour reconstituer le multivers, c'était une bonne série, ça comprenait bien les personnages. Bon, sans faire d'argent, c'est le meilleur truc qu'il a jamais écrit. Sa She-Hulk était très cool. Ouais. En fait, il y a vraiment que Spider-Man qui est un peu le point noir au milieu du truc où tu te dis bon. Qui est pourtant le truc le plus important en termes de longévité. C'est le plus long run actuellement, le plus long run de Spider-Man de l'histoire et pas le plus apprécié, on va dire. On verra bien ce que ça donne, ça arrivera au printemps prochain, ça promet quand même d'être intéressant. Et il y aura sûrement d'autres annonces de Superman d'ici là. Ouais, il y aura Superman The Wars qui va être concrétisé, puis peut-être l'un ou l'autre projet également. Du côté des écrans, ça va être très rapide, on n'a pas beaucoup de choses à aborder, quand même.
Farhan Tahir qui retrouve son rôle du premier Iron Man dans la série Vision. On va chercher les anciens de chez les anciens de chez les anciens, quoi. On va chercher les pères fondateurs. Farhan Tahir, c'est marrant, quoi. Qui est Farhan Tahir? Eh ben, c'est, j'ai oublié le nom de son personnage. Raza, peut-être, ou Reza. C'est en fait le mec qui enlève Iron Man au début du film Iron Man. Quel film Iron Man? Le premier film Iron Man. En 2008. En 2008. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, oui, ah oui, ok. Rappelez-vous, quand vous passiez le bac, il y avait Farhan Tahir qui a enlevé Tony Stark, et c'était là qui se faisait son réacteur ARK en demandant des armes pour construire le missile Jericho. Bah, du coup, ça doit être ça le lien de toute façon, par rapport attends, il est pas, enfin, moi j'avais compris qu'il était mort. Hein, parce que on se rappelle quand même. Il s'appelait effectivement Raza, ouais. Dans le film Iron Man, en fait, pour un peu, c'est un film qui est très post-11 septembre, le premier Iron Man, et qui est même post-11 septembre, puisque à l'époque, donc, Tony Stark se fait enlever par ces terroristes des 10 anneaux, enfin, ces djihadistes, ces terroristes, mettez le mot que vous voulez, ces combattants de la liberté, machin, qui, en fait, veulent l'embaucher pour faire une arme, donc le missile Jericho, qui est l'un des missiles les plus puissants de Stark Industries. Il s'évade en construisant le réacteur ARC et la première armure, la Mark 0, de sa caverne en Afghanistan ou en Iran, c'est pas précisé. Et puis il devient Iron Man en rentrant en disant putain, ce pouvoir-là, j'ai vu ce que mes armes faisaient, il faut que je revienne dans le droit chemin. Et en cours de film, on découvre que Obadiah Stane, le meilleur ami de son père et celui qu'il a un peu élevé après la mort de son père, et son partenaire de business, avait en fait commandé aux 10 anneaux l'enlèvement de Stark. Et là, il y a une scène où il sort de la tente de Raza et il dit butez-moi ces connards, et en fait les hommes de main de Obadiah zigouillent ce qu'on pensait être à l'époque les 10 anneaux. Alors les 10 anneaux, enfin parce que tu le dis de façon tellement liée que ça fait un peu les 10 anneaux, ça fait un peu italien, non les 10 rings quoi, mais c'est juste pour que les gens, voilà, parce que moi on va revenir au côté Arnaud est allemand et ne sait pas faire des liaisons. Non mais moi c'est juste que moi j'ai bugué avec les 10 anneaux comme ça, les 10 anneaux, oui, 10 anneaux, les 10 anneaux, oui. Ils sont 10, c'est des anneaux. Et voilà, c'est 10 anneaux, c'est le mandarin, c'est les 10 bucks du mandarin. Oui, voilà. Donc voilà, après bon, ça a été retravaillé dans la continuité, puisqu'après on découvre que le vrai mandarin existe, que les vrais Ten Rings, existent, et que en fait Iron Man 1 du coup est un film très bizarre parce qu'il dit qu'il y a 2 organisations qui ont le même nom. Et donc ce personnage-là n'était pas réapparu parce que tout le monde tout le monde pensait naturellement qu'il était mort. Ils le font revenir pour la série Vision après avoir déjà annoncé le retour de Ultron, enfin de James Spader dans le rôle de Ultron. Ouais. Ça va vraiment revenir aux origines même mécaniques en fait du personnage. Oui, mais en fait après quelque part si tu regardes bien la façon, parce que dans les comics Marvel c'est pas spécialement, enfin le lien entre Tony Stark et la Vision il est pas aussi évident que ça. Dans l'univers Marvel Studios par contre c'est Vision, c'est Jarvis qui a fusionné avec le programme originel de Ultron et qui a eu un corps fabriqué en vibranium. Activé par Thor. Franchement, quand tu revois Avengers Age of Ultron, c'est tellement un bordel. En plus, il y a les scènes coupées où on t'explique les pierres d'infinité. Après, Vision, en tant que personnage dans les comics, c'est aussi très bordélique. Il a le schéma mental de Wonder Man, avec le corps de je sais pas qui. Et la Soulstone au milieu de la gueule. Donc c'est, quelque part, ils ont mimiqué ça un peu. Hein. Oui, tout à fait. Non, bien sûr, évidemment. Mais du coup, en fait, le lien, je pense qu'il va se faire par rapport à Ultron, au côté les armures, au côté Stark. Ouais. Excusez-moi. Et justement, au côté, Tony Stark, ça reste le père fondateur. L'architecte de tout l'univers Marvel, c'est lui. Et donc, si on peut revenir au début. Après, encore une fois, quand je l'écrivais dans l'article, il y a aussi une théorie qui est beaucoup plus simple. C'est que Farhan Tahir, il a travaillé avec Terry Matalas, qui est le showrunner de la série Vision, sur une série qui s'appelait L'Armée des 12 singes, et qui était l'adaptation en série télé du film de Terry Gilliam, L'Armée des 12 singes. Rappelez-vous, Brad Pitt, Bruce Willis et compagnie, film de taré. Je pense que c'est un peu ça aussi qui justifie le truc, puisque Matalas, il a déjà fait revenir Todd Stashwick, avec qui il a travaillé sur Star Trek Picard. Et même, je crois qu'ils ont travaillé ensemble avec James Spader sur des épisodes de The Blacklist, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que Matalas avait écrit aussi pour The Blacklist. Donc, il y a le côté, on va dans le sens de Marvel avec cette espèce de vent nostalgique qui s'abat sur les super-héros depuis Spider-Man No Way Home. Et à côté, il y a le fait que peut-être qu'il veut travailler avec ses copains, simplement. Je me pose la question, puisque c'est compliqué, en fait. Je sais pas ce qu'ils vont raconter avec la série Vision. Moi, je m'attendais à un truc très sur le deuil, très Jack Schaeffer, un côté, Vision va explorer un peu, justement, toutes les facettes de qui il est, qui il a été, toutes les origines qu'il a. Parce qu'encore une fois, il y a Iron Man, il y a Jarvis, il y a Mark Ruffalo qui a aidé à créer Ultron, il y a Ultron lui-même, il y a les Twins, il y a
Thor qui l'a activé, il y a la Soul Stone, donc voilà, il y a moyen de faire un truc un peu pour expliquer qui était Vision. Là, ça a l'air de partir plus sur un truc façon Armor Wars, en fait. Parce que si Ultron revient, c'est qu'il reste un Ultron, parce qu'il y a déjà la première nouvelle, tu vois, normalement, il a disparu. Farhan Tayer qui revient, donc il reste les 10 anneaux, et peut-être qu'ils ont encore envie de créer des armes. Et à côté, il y a des personnages qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus jusqu'ici, donc je sais pas exactement, enfin, c'est très bizarre. Pareil, tu vois, le mec qui dirigeait SWORD dans WandaVision, qui est le gars qui a fait construire le White Vision. Comment il s'appelait cet acteur? C'est l'acteur américain qui était le patron de Monica Rambeau, on va dire, dans la WandaVision. Lui n'a pas été annoncé pour reprendre son rôle. Ouais. Donc on sait même pas. Moi, je m'attendais à une sorte de série de chasse à l'homme, et en fait pas du tout. Enfin, donc je sais pas. En fait, vraiment, c'est un gros point d'interrogation cette série, parce que Vision, c'est tellement compliqué à appréhender, surtout dans ce qu'on a fait Marvel, où c'est plus ou moins un dieu en Android, c'est un peu leur Adam Warlock à eux. Je sais pas. J'avoue, je sais pas du tout même pas l'intérêt pour moi de faire revenir la Vision. Sa mort était relativement marquante. Il est trop puissant pour être laissé comme ça en liberté. Et puis ça fait quand même 3 ans qu'il vole dans le ciel. On sait pas ce qu'il fait. Ouais, mais après, tu sais, c'est comme le célestial géant dans l'océan. Ça fait 4 ans. Et puis voilà, quoi. Ouais, mais tu vois, White Vision est pas revenu quand Wanda a attaqué les sorciers du Pérou. Enfin, les sorciers népalais de Doctor Strange, tu vois. Enfin, il était occupé, peut-être. Ouais, mais à quoi? Tu le sauras dans la série en question. Il prenait le kendo, on sait pas, peut-être. Une bande annonce pour Daredevil Born Again. Ah là là. Ça fait plaisir. Ah là là, mon gars. On est pas bien, là. J'essaie d'accélérer juste un petit peu. Mais d'accord, ok. Bon, c'est hyper bien, trop bien, super, Daredevil. Non, c'est, voilà, je m'attendais à ça. Je n'ai pas été déçu. Déjà, bon, t'as le côté les os qui craquent, ça t'a fait plaisir. Au-delà de ça, c'est peut-être cosmétique, mais je pense pas que la violence ou l'action même sera au niveau par rapport à ce qu'on avait avant. On est quand même parti d'assez haut. Surtout quand on revoit les premiers épisodes de la saison 1 d'Daredevil, où il y a vraiment un travail de chorégraphie et d'atmosphère et d'esthétique qu'on a perdu en chemin. Je suis le premier. Je veux pas réécrire l'histoire. Les meilleurs moments de Daredevil, c'est la première partie de la saison 1, la première partie de la saison 2 avec Punisher, et tout ce qu'il y a autour. C'est bien, on est content, mais ça n'a jamais atteint ce niveau-là. L'arc avec Punisher, ou l'arc où Kingpin arrive à enfermer Daredevil dans son building avec le russe, là, et où ils se parlent au téléphone. Voilà, c'est le firmament de la série, et on fera pas aussi bien cette fois-ci. Ça me paraît assez évident. T'entends qu'ils reprennent le générique dans la musique du trailer un peu. Mais même la scène où ils se voient tous les deux, il y a ce côté très Marvel Studios. C'est très méta en plus. Hein. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis content de te revoir. C'est pas unpleasant de se retrouver. Et tu fais ah oui le commentaire quoi. Vraiment. Voilà, c'est comme quand Spider-Man s'appelle Homecoming, c'est le retour à la maison. Tu vois. Enfin, voilà, ça c'est très Marvel Studios dans l'idée. Mais c'est cool, tu vois, parce que on sait en plus que les deux ils voulaient vraiment revenir. On sait qu'ils ont jamais vraiment quitté leur rôle, que dès qu'il fallait revenir, chose pareil sur l'année dernière, ils avaient mis la scène coupée la version longue de la scène coupée de Matt Murdock dans No Way Home, et tu voyais qu'en fait même lui était genre instantanément il reprend ses réflexes de je vais jouer aveugle, je vais jouer avec ce flow très monocorde de Matt Murdock. C'est hyper stylé. Là pareil, du coup ils mettent Big Pun dès le trailer. C'est un peu dommage, j'aurais pu faire un trailer juste pour lui, tu vois. Ouais, grave. Genre Franck, c'est moi, Franck, tu vois, pareil, c'est trop bien, quoi. Après, Franck lâche ce couteau, quoi. Enfin, cette hache, non, c'est cette machette. Je te la pose dans la gueule, tu vois. Non, franchement, voilà, moi, c'est exactement ce que j'espérais. Le design du White Tiger, là, ça... Et les designs de costumes, ça a jamais été leur fort, hein. Rappelle-toi, le Gladiateur, c'était raté. Leur Bullseye, c'est pas Bullseye. Ouais, c'est sûr. Voilà, enfin, je veux dire, même le costume d'Daredevil, ils sont tâtonnés, hein. Ouais, tu vois, il y a des versions qui sont pourries, d'autres qui sont... Pareil, là, tu vois, quand t'as le plan avec le masque qui tombe dans la rue, alors c'est très comics, hein, pour le coup, mais c'est moche. Tu vois, c'est vraiment le plan 3D, crado. Il n'est pas le badge du comédien qui... Exactement. Mais la photo évoque Netflix, ce côté un peu jaunâtre, très bleuté pour la rue. Il joue comme il jouait avant. Et voilà, en plus, la série, mais vraiment, en plus, là, on saute l'élection. C'est le maire, point. Et tu te démerdes avec ça. Ouais, visiblement, ouais. Oui, il s'est dit. Et puis, pareil, il y a le propos politique qui va bien, actuellement. Franchement, moi, je suis pas objectif. Moi, juste quand ils ont commencé à se parler dans le diner, j'étais moi genre, ah là là. C'est bien, pour une fois qu'on t'a content et jouasse. I admit it's not entirely unpleasant. Ouais, seeing you again. C'est juste ça, moi, ça me fout les frissons. Très, très bien. Et donc, pour terminer ce podcast, une toute petite actu du côté du cinéma, mais qui fait plaisir aussi, Supergirl qui recrute David Krumholtz et Emily Beecham pour faire les parents de Kara Zor-El, dont on imagine qu'on les verra surtout dans du flashback ou avec des hologrammes, quoi. Si le film se passe entièrement sur la planète dont j'ai oublié le nom, il y aura probablement une explication, parce que elle sera dans Superman, mais on va pas prendre le temps de l'expliquer.
Donc probablement oui, des flashbacks, peut-être au début, hein, même bêtement en construction très classique, des débuts, on la voit grandir, et après peut-être que prendre une actrice pour la jouer elle jeune, Ouais. et du coup elle pourrait se voir dans le personnage de Ed Ridley, donc pareil, excusez-moi, j'ai oublié le nom, il faut que je relise ce putain de comics. Après il y aura des modifications par rapport à la BD de Tom King. C'est Ruthie, je crois, la petite. Ouais, tout à fait. Ouais, bien joué. Parce que dans le comics, il y a pas Lobo, par exemple. Ouais. Et je les vois mal caster Jason Momoa juste pour une scène où il lui dirait c'est là-bas la planète où il faut que t'ailles. Ce sera peut-être l'homme de main du grand méchant, du coup. Ouais. Tu vois. Crème des collines jaunes. Mais du coup, oui, c'est cool. Après, j'ai pas grand-chose de particulier à en dire. Ce projet, on l'attend. Il est tourné actuellement là en Angleterre. On n'a toujours pas eu de visuel du costume. C'est normal, tu me diras, parce que ça vient tout juste d'être tourné. Puis ils attendront peut-être le reveal pour Superman aussi. Dans une prochaine bande-annonce. Moi, je serais pas contre à la San Diego Comic Con une petite photo du costume de Millie Alcock, de Millie Alcock en costume, veux-je dire, ou de Jason Momoa en Lobo, pour avoir une petite cartouche, histoire de dire, regardez les gars, ça existe. Alors, on l'a vu là, mais c'est pas récent. Après, le film Superman sera sorti au moment de la San Diego Comic Con. Je parle de Supergirl. Non, mais je veux dire qu'elle sera apparue dans le film, donc une reveal du costume, alors qu'elle sera déjà apparue dans le film. Peut-être juste Momoa en Lobo, mais pareil, ça, tu vois, parce qu'il y a des fans qui déjà ont créé des comptes de suivi de Supergirl l'actualité. Ils ont trouvé une photo de Millie Alcock à l'US Open avec ses cheveux longs. Bon, alors ok, d'accord, mais c'était il y a 3 mois déjà, il y a 2 mois, je crois. Et puis ça veut pas dire qu'elle sera comme ça dans le film. Non, mais ça veut rien dire du tout. Moi, limite, je serais bien pour qu'il lui laisse ses cheveux courts habituels, son carré. C'est cool, une Supergirl avec un carré, quoi. Bah, surtout qu'elle l'avait en période New 52, c'était complètement ça. Donc, ouais. Bah, pas dans le film, pas dans le comics de Bill Evelyn, mais. Non, mais ouais. Mais bon. Ça peut être un amalgame de différentes versions. Très bien, Corentin. On en a terminé pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On vous rappelle qu'on a besoin de votre soutien pour exister, pour être découvert aussi en numérique. Donc, partagez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des notes sur les plateformes. On n'en a pas eu sur Apple récemment. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Ça nous permet d'être mieux vus dans les classements des podcasts. Merci à tous celles et ceux qui commentent aussi sur Spotify. C'est toujours un plaisir de lire vos réactions. Et ma foi, s'il vous reste un peu des sous de temps à autre, n'hésitez pas à donner également sur le Tipeee. Ça, on pourra faire un sonorisé le salon d'Arnaud. Exactement. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!